Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble 10 énigmes de l'histoire. Sur les précédentes vidéos de ce format là, j'ai plutôt abordé des périodes très éloignées, Moyen-Âge, ce genre de période là, donc parfois ça peut être un peu flou. Là on va voir quelque chose peut-être de plus concret parce que c'est beaucoup plus récent. On va voir que des énigmes de l'histoire qui concernent la période de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont assez floues. Alors c'est pas forcément des mystères, il y en a un petit peu, mais ça va plutôt être des histoires qui nous amènent à nous poser des questions. On se dit pourquoi tel pays par exemple a agi comme ça. Voilà, ça va être un peu des histoires extraordinaires, soit qui concernent des mystères, soit qui semblent parfois invraisemblables, et on peut se demander est-ce que c'est réellement possible? Et oui, ça l'est vraiment. J'espère que l'explication sera claire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous avez Instagram, à me retrouver là-bas. Je vous l'affiche juste ici. Là-bas, je poste des petits formats, des extraits de vidéos, des histoires très condensées. J'espère maintenant que vous êtes bien installés. Et si c'est le cas, eh bien, on est parti pour se plonger ensemble dans nos 10 énigmes de l'histoire spéciale Seconde Guerre mondiale. Le château d'Iter se trouve dans le Tyrol autrichien, sur une hauteur boisée. Ses origines remontent au XIIIe siècle. Au fil du temps, il a été forteresse, ruine, puis hôtel rénové. Après l'Anschluss de 1938, le bâtiment passe sous contrôle allemand. En février 1943, Oswald Pohl, l'un des principaux responsables de l'appareil concentrationnaire SS, le fait saisir sur ordre d'Heinrich Himmler. Très vite, le château devient une prison spéciale rattachée au système de Dachau. Ce n'est pas un camp d'extermination, c'est un lieu de détention réservé à des prisonniers considérés comme politiquement précieux. On y enferme notamment les anciens chefs du gouvernement français Édouard Daladier et Paul Reynaud, les généraux Maxime Weygand et Maurice Gamelin, ainsi que Jean Borotra, ancien champion de tennis devenu figure politique. Tous peuvent servir d'otages ou de monnaie d'échange si le Reich parvient à négocier sa survie. Pendant un temps, les conditions de détention restent relativement supportables comparées à celles des camps. Mais à mesure que le Reich s'effondre, l'inquiétude monte. Au printemps 1945, les prisonniers comprennent que la logique a changé. L'Allemagne est en train de perdre, les lignes se disloquent, les ordres deviennent erratiques et les détenus de valeur peuvent à tout moment devenir des témoins gênants ou des otages inutiles. À la fin du mois d'avril, des responsables SS en fuite passent par le château. Le 30 avril, Eduard Weiter, dernier commandant de Dachau, arrive sur place avec plusieurs subordonnés et des membres de leur famille. Sa présence terrifie les prisonniers. Avant de quitter Dachau, Weiter a été associé à l'exécution d'environ 2000 détenus. 2 jours plus tard, le 2 mai, il est retrouvé mort par balle dans des circonstances troubles. Après cette mort, le commandant du château, Sebastian Wimmer, vacille. Il semble avoir assuré aux prisonniers qu'il ne les laisserait pas être tués, mais il ne tient pas. Peu après, lui et les gardes SS encore présents quittent les lieux. Le château se retrouve soudain sans véritable garnison, avec à l'intérieur des prisonniers livrés à eux-mêmes, armés des armes abandonnées par les gardes et entourés d'un territoire encore dangereux. Ils sont libres en théorie, mais totalement exposés. Ils savent que si une unité SS décide de reprendre le château, ils seront probablement abattus. Le 3 mai, les prisonniers décident d'envoyer un messager chercher de l'aide. Ils choisissent Zvonimir Kukovic, un membre de la résistance yougoslave employé comme homme à tout faire. Il part en direction des lignes américaines, remonte la vallée de l'Ain et finit par atteindre un détachement avancé de la 103e division d'infanterie américaine. Une tentative de secours est bien montée, mais elle échoue avant d'aboutir. L'unité est stoppée par des tirs d'artillerie, puis rappelée. Au château, personne ne sait si le message est arrivé ni si quelqu'un viendra. Le lendemain, le 4 mai, un second messager est envoyé, Andreas Krobo, le cuisinier tchèque du château. Son trajet provoque le véritable basculement de l'histoire. Sur la route, il tombe sur le major Joseph Gangl. Gangl est un officier de la Wehrmacht qui a cessé d'obéir au régime et coopère désormais avec la résistance autrichienne. Il connaît l'existence du château et voulait déjà intervenir, mais il n'avait pas les moyens nécessaires. En apprenant que les gardes ont déserté et que des prisonniers français de premier plan sont encore coincés à l'intérieur, il voit une fenêtre très courte s'ouvrir. Gangl cherche immédiatement un appui américain. Il finit par trouver un peloton de chars de la 12e division blindée commandée par le lieutenant John C. Jack Lee Jr. Lee a déjà traversé la France, l'Allemagne et l'Autriche avec ses hommes. La guerre touche à sa fin. Tout le monde est épuisé. Personne n'a envie de mourir dans les dernières heures du conflit. Malgré cela, quand Gangl lui expose la situation, Lee accepte d'agir. Il monte une petite colonne improvisée avec son propre char Sherman, d'autres véhicules, quelques fantassins et les hommes de Gangl. Mais en route, tout se complique. Un pont s'effondre après le passage des premiers blindés. Une partie du soutien reste bloquée. Lee doit laisser certains éléments en arrière pour garder des points clés.
Quand le groupe atteint enfin le château dans la soirée du 4 mai, la force de secours a fondu. Il ne reste qu'une douzaine d'Américains, quelques soldats allemands de Gangl et le Sherman de Lee, baptisé Besoden Jenny. À l'intérieur du château, il retrouve les prisonniers français et un autre personnage inattendu, Kurt Siegfried Schrader, un officier SS blessé qui a pris le parti des détenus. Lee examine la situation. Il n'a pas assez de véhicules pour évacuer tous les prisonniers. Les faire sortir de nuit sur des routes encore tenues par des éléments SS serait peut-être encore plus dangereux que de tenir la position. Il choisit donc de défendre le château jusqu'à l'arrivée des renforts. Son char est placé devant l'entrée principale. Les hommes prennent position dans les murs, les fenêtres et les points de tir disponibles. Ils savent que si une attaque sérieuse arrive, ils seront en infériorité numérique. L'attaque commence au matin du 5 mai. Entre 100 et 150 hommes de la Waffen-SS lancent l'assaut avec des armes légères, des mitrailleuses et au moins un canon anti-char. Lee avait demandé aux prisonniers français de se mettre à couvert. Ils refusent. Édouard Daladier, Paul Reynaud, les généraux, les résistants, Jean Borotra, tous participent à la défense d'une manière ou d'une autre. Les murs du château encaissent les tirs, les fenêtres éclatent, des morceaux de maçonnerie volent dans la cour intérieure. Un obus anti-char détruit la chambre vide de Maurice Gamelin à l'étage. S'il s'y était trouvé, il aurait été tué sur le coup. Peu après, un autre tir frappe le Besoden Jenny. Le caporal Edward Zimsik parvient à s'extraire du char juste avant qu'il s'embrase. Le blindé qui constituait la principale pièce de feu des défenseurs devient une carcasse en flammes devant l'entrée. À partir de là, la situation devient critique. Les munitions diminuent. Les SS se rapprochent. Sur le char, la défense perd son principal appui. Pendant les échanges de tirs, Joseph Gangl tente de mettre Paul Reynaud à l'abri. C'est à ce moment qu'un tireur embusqué le touche. Il est tué presque instantanément. Il sera le seul défenseur tué pendant la bataille, mais sa mort pèse immédiatement sur tout le groupe. L'homme qui avait choisi de se retourner contre le régime et de protéger d'anciens ennemis tombe au moment où il essaie de sauver l'un des prisonniers français les plus importants du château. Jacques Lee réussit à joindre par téléphone des membres de la résistance autrichienne. 3 combattants supplémentaires parviennent à atteindre le château sous le feu. Cela ne change pas l'équilibre général, mais à ce stade, chaque fusil compte. Pourtant, le vrai problème reste le même. Sans renfort américain rapide, la position finira par céder. Les défenseurs tiennent, mais de plus en plus difficilement. Il faut prévenir une unité plus importante. Alors, Jean Borotra se porte volontaire. Il a 60 ans. Ancien champion de Wimbledon, il connaît encore son corps, sa vitesse, son sang-froid. Il propose de franchir le mur du château, traverser les lignes ennemies à pied, rejoindre les Américains et revenir avec eux. Lee accepte. Borotra escalade le mur et s'élance. Il traverse la zone de combat sans être touché, rejoint le 142e régiment d'infanterie américain, transmet le message, puis demande encore un uniforme et un fusil pour repartir avec la colonne de secours. Dans l'après-midi, vers 16h, les renforts du 142e arrivent enfin avec des hommes et des blindés. Cette fois, les assaillants SS ne peuvent plus tenir. L'attaque s'effondre. Près d'une centaine d'entre eux sont capturés. Tous les prisonniers français survivent et John Seeley recevra la Distinguished Service Cross et sera promu capitaine. Kurt Siegfried Schrader, en raison de son appartenance antérieure à la SS, sera d'abord condamné à 2 ans de prison avant de voir sa peine réduite à cause de son rôle dans le combat. Quant à Joseph Gangl, il sera honoré à titre posthume comme héros national en Autriche. La bataille du château d'Iter a duré moins d'une journée. Militairement, elle n'a pas changé le cours de la guerre, mais elle concentre dans un espace minuscule tout le chaos de mai 1945. Un château isolé, des prisonniers politiques français de premier plan, un officier de la Wehrmacht qui se retourne contre le régime, un lieutenant américain qui accepte une mission presque absurde dans les dernières heures du conflit, un officier SS blessé qui combat finalement aux côtés de ses anciens ennemis, et face à eux, des éléments de la Waffen-SS qui continuent à se battre alors que le Reich est déjà en train de s'écrouler. C'est ce contraste qui donne à cette bataille sa place à part dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le 9 décembre 1945, Georges S. Patton se trouve en Allemagne occupée. La guerre est terminée depuis 7 mois. L'homme qui a commandé la 3e armée américaine, traversé la France à toute vitesse, participé au redressement de la situation pendant la bataille des Ardennes et incarné l'offensive alliée comme peu d'autres, ne meurt pas au combat. Il n'est pas abattu par un ennemi, il n'est pas victime d'un attentat officiellement reconnu, il monte simplement dans une voiture pour partir à la chasse aux faisans. 12 jours plus tard, il est mort. C'est ce décalage brutal entre la stature du personnage et la banalité apparente des circonstances qui alimente encore aujourd'hui le malaise autour de sa fin. Patton est alors l'un des généraux américains les plus célèbres de la guerre. Né en 1885, il a bâti sa réputation sur l'agressivité,
la vitesse et une discipline implacable. Ces hommes le surnomment All Blood and Guts. Pendant l'été 44, sa 3e armée traverse la France du Nord avec une rapidité qui marque les esprits. En décembre, au moment de la contre-offensive allemande dans les Ardennes, il réussit à redéployer ses forces pour participer au secours de la 101e division aéroportée encerclée à Bastogne. À la fin des opérations, la 3e année a conquis un immense territoire et imposé l'image d'un chef brutal, efficace et presque irremplaçable tant que la guerre dure. Mais une fois le Reich tombé, ce qui faisait sa force devient un problème. Patton n'est pas un administrateur de l'après-guerre. Il ne sait pas se tenir dans un cadre politique souple, diplomatique et prudent. À l'automne 1945, il déclenche un scandale en critiquant publiquement la politique alliée de dénazification. Il met en cause la volonté américaine d'écarter systématiquement du pouvoir ceux qui ont servi le régime. Pour Dwight Eisenhower, commandant suprême allié, c'est trop. Patton est relevé de ses fonctions en Bavière, puis relégué à la tête de la 15e armée américaine, un poste bien moins central. Ce déclassement compte énormément dans l'histoire de sa mort, parce qu'il intervient au moment où Patton se retrouve isolé, frustré et de plus en plus dangereux politiquement. Ce qui le rend encore plus sensible, ce sont ses propos sur l'Union soviétique. Patton ne cache pas sa méfiance envers Staline et le communisme. Là où une partie de la direction américaine espère encore une coopération avec Moscou dans l'immédiat après-guerre, lui considère déjà les soviétiques comme le prochain adversaire majeur. En privé, il imagine même une action militaire préventive pour repousser l'armée rouge hors des territoires qu'elle contrôle en Europe de l'Est. Il estime l'URSS épuisé, vulnérable logistiquement et encore frappé par des pertes immenses. Cette posture le transforme en personnage explosif. Dans le nouveau cadre diplomatique, il n'est plus seulement un général célèbre, il devient un homme dont la parole peut gêner, embarrasser ou déstabiliser les équilibres en train de se mettre en place. C'est sur ce terrain que va ensuite naître l'idée qu'il pouvait représenter un danger pour trop de monde. Le 9 décembre 1945 au matin, Patton prend place à l'arrière de sa Cadillac de service de 1938. Il part avec son chef d'état-major pour une partie de chasse aux faisans près de Mannheim. Au volant se trouve le soldat Horace Woodring, son nouveau chauffeur. Le trajet ne se déroule pas sur une route de combat dans une zone sous le feu ou dans un contexte de danger militaire immédiat. Il s'agit d'un déplacement ordinaire dans l'Allemagne occupée. Puis, à un passage à niveau, la voiture entre en collision avec un camion de l'armée américaine qui tourne à gauche pour entrer dans un dépôt voisin. L'accident est décrit comme simple, presque banal. Pourtant, l'issue est tout sauf banale. Patton est pratiquement le seul à subir des blessures graves. Transporté à l'hôpital de la 135e Station Hospital à Heidelberg, Patton est examiné. Les radiographies montrent une fracture de la 3e vertèbre cervicale et une atteinte au niveau des 4e et 5e cervicales. Il est paralysé. La quadriplégie est complète. Dans le contexte médical de 1945, ce type de blessure ouvre immédiatement la porte à des complications mortelles. Patton reste alité, immobilisé, en traction. Pendant 12 jours, il survit. Puis le 21 décembre 1945 au soir, il meurt officiellement d'une embolie pulmonaire. Un caillot formé dans la partie inférieure de son corps paralysé serait remonté jusqu'au cœur ou au poumon, interrompant brutalement la circulation. Officiellement, l'affaire est donc simple. Accident routier, lésion cervicale, paralysie, complications thromboemboliques, décès. Et c'est précisément là que commence le doute. Pas parce que le mécanisme médical est invraisemblable, au contraire, il est cohérent. Ce qui dérange, c'est l'ensemble. Un général de ce rang, survivant à temps de campagne, meurt dans un accident routier à faible vitesse sur une route allemande en temps de paix. Et autour de cette mort, des proches commencent très tôt à soupçonner autre chose. Frère Ayer Jr., beau-frère de Patton et officier du contre-espionnage en Allemagne, fait partie de ceux qui ont immédiatement pensé à un acte volontaire. À cela s'ajoute un élément central, le sentiment qu'il manque des documents clairs, complets et facilement accessibles sur l'enquête. Ce vide n'est pas une preuve, mais il nourrit depuis des décennies l'idée d'une zone d'ombre. Une autre pièce du soupçon vient d'une affirmation souvent répétée. Patton aurait lui-même demandé que l'enquête soit arrêtée, estimant qu'il s'agissait d'un accident. Si c'est exact, cette décision a eu un effet considérable. Elle a fermé la porte à une investigation plus poussée au moment même où les conditions politiques rendaient toute ambiguïté explosive. Ensuite, la disparition supposée de certains dossiers militaires a fait le reste. Là encore, rien de tout cela ne prouve un meurtre. Mais dans une affaire chargée déjà politiquement, l'absence d'archives nettes agit comme un accélérateur de suspicion. C'est dans ce vide que se sont installées les grandes théories. La première vise le NKVD soviétique. L'idée est simple, Patton parlait trop, voyait trop loin et souhaitait une confrontation militaire avec l'URSS à un moment où Moscou consolidait ses gains en Europe. Dans cette lecture, il pouvait devenir un obstacle sérieux à la stabilisation de l'ordre d'après-guerre. La seconde théorie vise des éléments américains, souvent l'OSS, ancêtre de plusieurs structures de renseignement de l'après-guerre. Selon cette hypothèse, Patton aurait été considéré comme un facteur de désordre, un homme impossible à contrôler, capable d'empoisonner les équilibres diplomatiques dans un moment critique.
aucune de ces pistes n'est établie par une preuve décisive. Elles existent parce que le contexte leur donne une forme de vraisemblance politique, pas parce qu'elles ont été démontrées. Et les versions les plus extrêmes vont beaucoup plus loin. Certains prétendent que Patton aurait été touché par balle au moment de l'accident, afin d'expliquer pourquoi lui seul a été aussi gravement atteint. Néanmoins, aucune preuve ne vient soutenir cette thèse. D'autres versions, plus discrètes, avancent que sa mort n'aurait pas été causée directement par un attentat, mais par une absence volontaire de prévention. Dans ce scénario, on n'aurait pas eu besoin de le tuer de façon spectaculaire. Il suffisait qu'un blessé quadriplégique à très haut risque ne bénéficie pas de toutes les mesures possibles pour empêcher la complication fatale. Là encore, cela reste une hypothèse, pas une conclusion. Ce qui rend l'affaire durable, c'est qu'aucune explication n'efface complètement l'autre. Certes, l'explication officielle fonctionne. Un homme déjà accidentogène dans sa vie privée, connu pour sa témérité, se trouve dans une voiture conduite par un nouveau chauffeur, subit un accident, souffre d'une lésion cervicale majeure puis meurt d'une complication fréquente pour ce type de blessure à cette époque. C'est crédible, et en même temps, le contexte politique autour de lui est exceptionnel. Patton est isolé, embarrassant, imprévisible, ouvertement hostile aux soviétiques, déjà en conflit avec la ligne prudente adoptée par le haut commandement américain. Cette combinaison suffit à faire durer le soupçon, même sans preuve définitive. La mort de Patton ne repose donc pas seulement sur ce qui s'est passé au passage à niveau, elle repose aussi sur ce qu'il était devenu après la victoire. Tant qu'il conduisait des armées en campagne, son agressivité faisait sa valeur. Une fois la guerre terminée, la même agressivité devient une menace pour l'ordre politique en train de se former. Officiellement, Georges Patton meurt d'un accident suivi d'une embolie pulmonaire. Officieusement, la coïncidence entre sa marginalisation politique, ses propos sur l'Union soviétique et cette fin soudaine a suffi pour transformer son décès en affaire discutée depuis des décennies. Et c'est probablement pour cette raison que, même aujourd'hui, sa mort paraît trop simple pour être acceptée sans résistance. À l'automne 1944, Erwin Rommel est l'un des visages les plus célèbres de l'armée allemande. Même chez ses ennemis, son nom inspire le respect. Sa réputation s'est construite en Afrique du Nord où il a imposé l'image d'un commandant rapide, offensif, imprévisible, capable de compenser des moyens limités par l'initiative et la mobilité. Mais au moment où le Reich commence à s'effondrer, cette figure prestigieuse devient aussi un problème. Et quelques mois plus tard, Rommel ne sera pas tué par les Alliés, il sera condamné par son propre camp. Rommel est né en 1891. Après la Première Guerre mondiale, il poursuit sa carrière et s'impose progressivement comme un officier brillant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pourtant son commandement de l'Afrika Korps qui fait de lui une figure majeure. Ses offensives en Libye et en Égypte, sa capacité à reprendre l'initiative et à déstabiliser des adversaires souvent mieux approvisionnés, ainsi que l'image de chef combattant au plus près du terrain, nourrissent sa légende. Mais cette réputation masque une réalité de plus en plus lourde. À long terme, ces succès ne suffisent pas à compenser l'écrasante supériorité matérielle alliée. En mars 1943, après l'échec final en Afrique du Nord, Rommel est rappelé en Allemagne. Par la suite, il reçoit le commandement du groupe d'armée B et se retrouve chargé de défendre le front de l'Ouest, notamment la côte de Normandie, contre l'invasion alliée attendue. À ce stade, Rommel n'est plus dans l'état d'esprit d'un fidèle convaincu. Il a compris que la direction stratégique du régime mène l'Allemagne à la ruine. Ce n'est pas seulement une lassitude militaire, c'est aussi une prise de conscience politique. Il cherche une issue, et plus précisément une voie vers une paix séparée avec les alliés occidentaux. C'est dans ce contexte qu'il croise le chemin de l'opposition militaire au régime. Le nom qui domine alors cette opposition est celui d'opération Valkyrie. À l'origine, Valkyrie n'est pas un plan de coup d'État, mais un dispositif prévu pour permettre à l'armée de réserve de rétablir l'ordre en cas de troubles internes massifs en Allemagne. Les officiers hostiles au régime vont détourner ce mécanisme pour en faire la charpente d'une prise de pouvoir. Le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg dépose une bombe dans une mallette au quartier général du Führer, la Wolfschanze, en Prusse orientale. Le projet est clair, tuer Hitler, activer Valkyrie, faire saisir les centres de pouvoir à Berlin, désarmer les unités fidèles à la SS, arrêter les principaux responsables du régime, puis ouvrir des négociations avec les Alliés. Pour que ce plan ait une chance d'aboutir, il faut aussi que les grands commandements sur le terrain, surtout à l'ouest, basculent. Et c'est là que Rommel devient central. Les conspirateurs ont besoin d'une figure connue, respectée, présentable aux yeux des puissances occidentales. Un maréchal de cette stature peut donner du poids à un nouveau gouvernement allemand. La question n'est donc pas de savoir si Rommel était complètement coupé de l'opposition. Il ne l'était pas. Son chef d'état-major, Hans Speidel, est lui-même lié au milieu conspirateur. Le problème est ailleurs. Jusqu'où Rommel était-il prêt à aller? Sur ce point, le dossier reste ambigu. On le présente comme favorable à l'idée d'écarter Hitler, mais opposé à l'assassinat.
il aurait préféré une arrestation suivie d'un procès public. Ce choix n'aurait pas seulement été moral, il aurait aussi été politique. Rommel aurait considéré qu'un assassinat transformerait Hitler en martyr, alors qu'un procès exposerait ses erreurs militaires et ses crimes et discréditerait plus profondément le régime. C'est une nuance essentielle parce qu'elle place Rommel dans une zone intermédiaire. Hostile à Hitler, oui, partisan de la bombe du 20 juillet, ce n'est pas certain. Et c'est là que l'affaire devient trouble. Il y a plusieurs témoignages allant dans le sens d'un soutien de Rommel à un renversement du pouvoir. Un intermédiaire affirme qu'il avait accepté d'appuyer le coup. D'autres résistants le voient même comme une possible figure de transition pour une Allemagne nouvelle, car il bénéficie encore d'un prestige immense et n'apparaît pas, aux yeux de certains, comme entièrement compromis par le régime. Mais ces éléments reposent en grande partie sur des aveux obtenus sous pression, dans un climat où la répression est déjà totale. En 1944, tomber dans les mains du régime signifie interrogatoires brutaux, terreur politique et menaces directes sur la famille. C'est ce qui rend ces accusations à la fois importantes et fragiles. Elles suffisent à le faire tomber, mais elles ne permettent pas de trancher définitivement son degré exact d'implication. Le calendrier joue aussi contre lui. 3 jours avant l'attentat du 20 juillet, le 17 juillet 1944, la voiture de Rommel est mitraillée en Normandie par des avions alliés. Il est grièvement blessé. Cette blessure le retire du circuit opérationnel au moment même où les conspirateurs passent à l'action. Quand la bombe de Stauffenberg échoue à tuer Hitler, la répression commence immédiatement. Des milliers d'arrestations suivent, des centaines d'exécutions sont prononcées, et Rommel, qui n'a pas pris part directement à la journée du 20 juillet, se retrouve peu à peu entraîné dans la purge. Sa blessure offre même au régime un élément pratique. Elle fournira plus tard une couverture crédible pour maquiller sa mort. Son nom apparaît notamment après l'arrestation du général Karl Heinrich von Stumpnagel. Compromis dans le complot et capturé. Blessé, interrogé, il répète le nom de Rommel. D'autres déclarations suivent, mais ces preuves sont compromises par les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues. Mais dans l'Allemagne nazie de l'été et de l'automne 1944, il n'y a pas besoin de preuves solides. Il suffit d'un faisceau d'indices, d'un nom prestigieux devenu suspect et d'une volonté politique d'éliminer un risque. Rommel est alors trop célèbre pour être traîné publiquement comme n'importe quel officier, mais il est aussi trop connu pour être laissé en vie si le régime pense qu'il s'est détaché de Hitler. Le 14 octobre 1944, 2 généraux se présentent chez lui. Ils lui exposent la situation et lui imposent un choix. Première option, comparaître devant le Volksgerichtshof, le tribunal du peuple, juridiction politique redoutée pour ses procès spectacles et ses condamnations écrasantes. Une telle procédure signifierait très probablement sa mort et surtout des représailles contre sa famille et son entourage. Seconde option, avaler une capsule de cyanure immédiatement. En échange, sa femme et son fils seraient épargnés, et l'État annoncerait qu'il est mort des suites de ses blessures reçues en Normandie. Rommel choisit le poison. Le régime verrouille aussitôt ce récit. La presse officielle annonce que le maréchal, héros national, a succombé aux blessures subies lors de l'attaque aérienne alliée de juillet. Des funérailles d'État sont organisées. Rommel meurt donc officiellement en héros fidèle. En réalité, il a été forcé à se donner la mort par un pouvoir qui ne pouvait plus lui faire confiance. Cette mise en scène répond à une logique très simple, révéler publiquement qu'un des commandants les plus populaires du Reich s'était retourné, même partiellement, contre Hitler aurait été un désastre politique. Cela aurait montré que l'opposition ne se limitait pas à quelques officiers marginaux, mais atteignait les plus hauts niveaux de la Wehrmacht. À l'automne 1944, alors que la guerre tourne mal sur tous les fronts, le régime ne peut pas se permettre un tel aveu. C'est ce qui explique pourquoi le cas Rommel reste discuté. Pendant longtemps, l'image dominante a été celle d'un grand soldat, presque apolitique, victime tardive du régime. Cette version est trop simple. A l'inverse, en faire un conspirateur pleinement engagé dans l'attentat du 20 juillet est tout aussi réducteur. Sa position était plus nuancée. Rommel semble avoir été favorable à l'idée de mettre fin au pouvoir d'Hitler et de chercher une issue à l'ouest, mais il n'est pas clairement établi qu'il ait approuvé la méthode de l'assassinat. Certains historiens vont même plus loin et estiment qu'il envisageait peut-être sa propre forme de basculement distincte du plan de Stauffenberg, justement parce qu'il refusait cette logique. Ce qui reste sûr, c'est qu'à la fin de la guerre, sa loyauté professionnelle envers l'Allemagne a fini par l'emporter sur son obéissance politique à Hitler. Et dans le système nazi, cette évolution suffisait déjà à le condamner. C'est ce mélange qui fait la force de ce sujet. Rommel n'est ni un simple héros trahi, ni un résistant limpide. Il est un maréchal prestigieux, devenu lucide sur l'impasse militaire, approché par une opposition qui avait besoin de lui, hostile à Hitler mais pas forcément à toutes les méthodes de ses ennemis intérieurs, puis finalement éliminé par un régime qui ne voulait prendre aucun risque. Sa mort est claire dans son mécanisme, son rôle exact dans le complot, lui, ne l'est pas totalement. Et c'est précisément cette zone grise qui entretient le débat jusqu'à aujourd'hui.
Le 24 mai 1940 au matin, les blindés allemands sont si proches de Dunkerque que certains officiers peuvent voir la ville au loin. Depuis 10 jours, l'offensive à l'ouest a tout renversé. Les divisions blindées ont traversé les Ardennes, franchi la Meuse à Sedan, foncé jusqu'à Abbeville, atteint la Manche et coupé les armées alliées en deux. Le corps expéditionnaire britannique, l'armée belge et une partie des forces françaises se retrouvent enfermés dans une immense poche au bord de la mer. À ce stade, tout semble indiquer que l'encerclement va se refermer complètement. Et pourtant, au moment où la destruction paraît proche, l'ordre tombe. Arrêt. Les blindés doivent stopper. Pendant plusieurs jours, ils restent immobiles alors qu'une issue vers la mer est encore ouverte. C'est cette décision qui se trouve au cœur de ce qu'on appelle le Halt Order de Dunkerque. Pour comprendre cet arrêt, il faut repartir de la vitesse de l'avance allemande. L'offensive menée par le groupe d'armée A du général Gerd von Rundstedt a dépassé les attentes les plus optimistes du commandement allemand. Le franchissement des Ardennes, que beaucoup considéraient comme un axe peu probable pour une percée de grande ampleur, a complètement surpris les Alliés. Une fois la ligne rompue à Sedan, les Panzerdivisionen ont foncé vers l'ouest avec une rapidité exceptionnelle. En quelques jours, elles ont atteint la côte et isolé au nord le corps expéditionnaire britannique, l'armée belge et la première armée française. Militairement, l'occasion est immense. Mais cette réussite produit aussi un effet inverse. Plus la percée est spectaculaire, plus elle inquiète les chefs allemands les plus prudents. Le problème principal, vu du côté allemand, n'est pas seulement l'ennemi, c'est la profondeur de l'avance. Les blindés ont progressé plus vite que l'infanterie qui devait sécuriser leurs arrières. Les lignes sont étirées, les véhicules ont roulé presque sans arrêt pendant 2 semaines. Les pannes mécaniques s'accumulent, certaines unités déclarent jusqu'à 50% de chars indisponibles à cause de l'usure, des dégâts de combat et de la fatigue matérielle. Pour des commandants de terrain, ce n'est pas un détail. Une percée blindée qui a trop avancé avec une infanterie en retard devient vulnérable sur ses flancs. Et c'est précisément cette peur qui grandit dans l'état-major allemand. Cette crainte est renforcée le 21 mai par la contre-attaque britannique d'Arras. L'attaque elle-même est limitée et finit par échouer, mais son effet psychologique est considérable. Les chars britanniques Matilda, lourdement blindés pour l'époque, surprennent les Allemands et obligent Erwin Rommel à employer des canons anti-aériens pour les arrêter. L'épisode ne renverse pas la situation stratégique, mais il frappe les esprits. Il donne au haut commandement allemand la preuve que la pointe blindée, aussi brillante soit-elle, n'est pas intouchable. Si une contre-attaque plus importante tombe sur un flanc mal tenu, la situation peut se compliquer rapidement. À partir de là, la prudence cesse d'être une simple réserve doctrinale, elle devient un argument immédiat. Le 23 mai, le général Günther von Kluge, qui commande la 4e armée allemande, transmet à von Rundstedt une appréciation très préoccupée. Ses divisions blindées sont fatiguées, le matériel souffre. L'infanterie n'a pas encore complètement rejoint. Von Kluge recommande une pause pour réparer les chars, réorganiser les unités et consolider le terrain déjà gagné. Von Rundstedt, qui observe depuis plusieurs jours cette avance fulgurante avec une inquiétude croissante, approuve. Son raisonnement est classique, avant le coup final, on sécurise. Il ne veut pas lancer ses formations blindées dans un dernier effort sur un terrain qu'il juge mauvais, alors que la campagne de France n'est pas encore terminée. Car pour lui, Dunkerque n'est pas le seul enjeu. Le gros des forces françaises au sud existe encore et il faudra bientôt repartir vers le sud pour achever la bataille. Le terrain compte beaucoup dans cette décision. La région de Flandre autour de Dunkerque est faite de canaux, de terre basse et de zones gagnées sur la mer. Pour von Rundstedt et von Kluge, c'est un espace peu favorable à une offensive blindée rapide. Ils y voient un secteur où les chars peuvent s'embourber, se retrouver canalisés, perdre leur mobilité et s'exposer inutilement. Leur idée est donc simple, arrêter les blindés sur la ligne des canaux, laisser l'infanterie du groupe d'armée B écraser la poche, puis préserver les panzers pour la suite de la campagne. Dans cette logique, il ne s'agit pas de sauver les Britanniques, il s'agit plutôt de ménager les unités blindées pour le prochain grand mouvement. Le 24 mai au matin, Adolf Hitler arrive au quartier général de von Rundstedt à Charleville. Contrairement à un mythe très répandu, l'ordre d'arrêt ne naît pas d'un caprice souverain venu d'en haut contre l'avis de tous les militaires. Au contraire, Hitler se range du côté des commandants prudents sur le terrain contre les chefs les plus offensifs. Il valide l'évaluation de von Rundstedt et partage lui-même cette méfiance vis-à-vis de la Flandre, un terrain qu'il connaît par l'expérience de la Première Guerre mondiale. L'ordre est donc entériné dans un climat déjà favorable à la pause. Cela ne signifie pas qu'Hitler ne porte pas sa part de responsabilité, cela signifie surtout que la décision n'est pas sortie de nulle part et qu'elle repose d'abord sur un raisonnement militaire défensif, pas sur un geste improvisé. Pendant longtemps, une autre explication a circulé. Hitler aurait volontairement laissé une porte de sortie aux Britanniques pour ménager la possibilité d'une paix avec le Royaume-Uni. Cette théorie du pont d'or repose sur le fait qu'il voyait les Britanniques comme un peuple avec lequel un arrangement restait, selon lui, envisageable. Néanmoins, il faut rappeler qu'il n'existe pas de preuves contemporaines solides, en mai 1940, montrant une volonté délibérée de laisser filer l'armée britannique. Au contraire, la directive numéro 13, émise le même jour, ordonne explicitement l'anéantissement des forces alliées enfermées dans la poche. L'objectif officiel reste donc la destruction, pas
pas la clémence. L'arrêt est présenté comme le produit d'un calcul logistique, d'une lecture du terrain et de rivalités internes au commandement, pas comme une faveur diplomatique. Un autre acteur pèse dans la décision, Hermann Göring. Voyant l'occasion de donner à la Luftwaffe le rôle décisif dans l'écrasement final des Alliés, il affirme que son aviation peut détruire seule les troupes piégées autour de Dunkerque. Il pousse l'idée que les blindés n'ont pas besoin de mener l'assaut final et qu'il vaut mieux les préserver pour la suite, notamment pour l'avance sur Paris. Hitler, qui aime mettre en valeur la Luftwaffe et arbitrer en sa faveur face à l'armée de terre, se montre réceptif. Cela ajoute une couche supplémentaire à l'arrêt. Non seulement les commandants terrestres prudents veulent ménager les panzers, mais Göring vend aussi l'idée qu'une victoire aérienne est possible sans les risquer. En pratique, cette promesse ignore plusieurs réalités. La météo, la fatigue des pilotes, la difficulté à détruire depuis les airs des troupes retranchées, dispersées ou massées sur des plages où le sable absorbe une partie des effets des bombardements. Le résultat est simple et immense, les blindés allemands restent pratiquement figés pendant 3 jours décisifs, du 24 au 26 mai. Pour les hommes qui se trouvent dans la poche alliée, ce délai change tout. Au lieu de voir surgir immédiatement les chars allemands sur Dunkerque et les plages, les Britanniques et les Français gagnent un temps qu'ils n'avaient pas. Ce temps permet d'organiser un périmètre défensif autour de Dunkerque. Il permet de remettre un peu d'ordre dans une retraite jusque-là très chaotique. Il permet aussi de lancer sérieusement l'opération Dynamo, l'évacuation maritime dirigée par la Royal Navy. Si les Panzers avaient attaqué à plein sur le port et les plages dès le 24 mai, on estime qu'ils auraient probablement débordé les défenses avant que l'ensemble du dispositif allié ne se durcisse. Du côté allemand, cette pause est souvent mal comprise sur le terrain. Des commandants de chars voient Dunkerque, voient les colonnes de véhicules, voient le désordre et reçoivent pourtant l'ordre de ne pas avancer. On peut évoquer la frustration d'un chef blindé allemand qui regarde la zone à la jumelle, parfaitement conscient que la prise de la ville paraît encore possible, mais qui doit rester sur place pendant que les équipages entretiennent leurs moteurs et leurs chenilles. Pour des unités qui viennent d'enchaîner les succès, l'arrêt est difficile à accepter. Certains y voient un répit utile, d'autres perçoivent déjà que quelque chose d'énorme est en train de leur échapper. Du côté allié, le silence des blindés allemands a l'effet inverse. Dans les journaux et les témoignages, la situation reste chaotique, mais un élément frappe. Les chars allemands qu'on redoute ne viennent pas. Cette absence permet à la discipline de ne pas s'effondrer totalement. Elle permet aussi à d'autres unités françaises de tenir ailleurs pour retarder les Allemands. On souligne par exemple le rôle de la première armée française à Lille, qui immobilise plusieurs divisions allemandes jusqu'au 31 mai et soulage ainsi encore davantage la pression sur le secteur côtier. Pendant ce temps, la Royal Navy mobilise une flotte d'évacuation rejointe par des centaines de navires civils. L'image des Little Ships ne devient possible que parce que la poche ne s'effondre pas immédiatement sous un assaut blindé. L'ordre d'arrêt est levé dans l'après-midi du 26 mai, mais même là, le temps perdu continue de peser. Les unités allemandes ne repartent pas instantanément à pleine vitesse. Il faut encore environ 16 heures pour réorganiser le mouvement et reprendre l'attaque. Quand les blindés avancent de nouveau le 27 mai, ils ne trouvent plus un ensemble désorganisé en fuite, mais un périmètre consolidé défendu par des forces britanniques et françaises qui ont eu le temps de se regrouper. À partir de ce moment-là, les Allemands peuvent encore infliger des pertes sévères, bombarder, capturer du matériel et refermer progressivement la poche, mais la fenêtre idéale est passée. L'évacuation se poursuit jusqu'au 4 juin. À la fin, près de 350 000 soldats alliés ont été évacués. Les Allemands entrent bien dans Dunkerque, capturent des dizaines de milliers de Français restés pour couvrir l'embarquement et récupèrent des montagnes de matériel abandonné. Sur le plan strictement tactique, la Wehrmacht a remporté la bataille de France. Mais sur ce point précis, elle a laissé échapper la possibilité d'écraser complètement le corps expéditionnaire britannique au moment où il était le plus vulnérable. C'est pour cela que l'épisode dépasse le niveau d'une simple erreur locale. Beaucoup considèrent que si plusieurs centaines de milliers de soldats britanniques avaient été capturés à Dunkerque, la situation politique de Londres aurait pu devenir beaucoup plus fragile. Certains historiens estiment qu'une telle catastrophe aurait pu pousser le Royaume-Uni vers des discussions de paix. Le halt order de Dunkerque reste donc un sujet débattu, non pas parce que la décision serait inexplicable, mais parce que ses conséquences ont été immenses. Ce n'est pas un geste de bonté, ni un grand calcul diplomatique parfaitement maîtrisé, mais une combinaison de prudence militaire, de fatigue mécanique, de peur née d'Arras, de méfiance envers le terrain flamand et de rivalité avec la Luftwaffe, renforcée par les promesses de Göring. C'est cette combinaison, prise à un moment où tout allait très vite, qui offre aux Alliés ce qu'ils n'avaient plus, du temps. Et dans ce cas précis, quelques jours suffisent à transformer un encerclement presque terminé en l'une des évacuations les plus importantes de la guerre. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, Los Angeles bascule dans une atmosphère de guerre totale. Les sirènes retentissent, les lumières s'éteignent, les projecteurs fouillent le ciel et l'artillerie anti-aérienne ouvre le feu au-dessus de la ville. Pendant plusieurs heures, des batteries américaines tirent un volume considérable d'obus sur ce qu'elles croient être une attaque ennemie. Au matin, le constat est brutal. Aucun avion japonais n'a été abattu,
aucun appareil ennemi n'a été retrouvé et les dégâts visibles sur la ville viennent essentiellement des éclats d'obus américains. C'est cet épisode que l'on appelle la bataille de Los Angeles. Pour comprendre pourquoi une ville entière peut croire à une attaque aérienne inexistante, il faut replacer l'événement dans son contexte immédiat. En février 1942, les États-Unis sont encore sous le choc de Pearl Harbor. L'idée que la côte ouest puisse être frappée n'est plus théorique. 2 jours avant l'incident, le 23 février, le sous-marin japonais I-17 a bombardé les installations pétrolières d'Elwood, près de Santa Barbara. Les dégâts matériels sont limités, mais l'effet psychologique est immense. Pour la première fois depuis très longtemps, le territoire continental américain a été directement touché par une action ennemie. Dans les heures et les jours qui suivent, les rumeurs d'un nouveau raid ou d'une invasion japonaise circulent largement. Les villes de la côte vivent déjà sous le régime des blackouts nocturnes et la tension est extrême. Le climat intérieur du pays aggrave encore la situation. À cette date, la peur de l'infiltration est très forte. Cette période correspond aussi à la mise en place de l'ordre exécutif 9066 signé par Franklin Roosevelt, celui qui ouvrira la voie à l'internement massif des Américains d'origine japonaise. Cela donne une idée très précise de l'état d'esprit du moment. Peur, suspicion, réflexe de sécurité poussés à l'extrême. Dans ce contexte, le moindre signal ambigu a toutes les chances d'être interprété comme une menace réelle. La chaîne des événements commence le 24 février au soir. Une première alerte est déclenchée après la détection radar d'un objet non identifié à environ 120 miles à l'ouest de Los Angeles. Des sirènes sont activées dans le comté. Cette première alerte finit par être levée plus tard dans la soirée, mais elle a déjà préparé les esprits. La population est nerveuse, les unités anti-aériennes sont tendues, les autorités s'attendent à quelque chose. Le calme apparent qui suit n'efface pas cette montée de pression. Après minuit, la tension remonte brutalement. Les radars signalent de nouveau un objet approchant de la côte. À 2h15, les batteries anti-aériennes sont placées en alerte maximale. 5 minutes plus tard, à 2h20, l'ordre de blackout total est lancé sur toute la ville. À partir de là, les signalements se multiplient. Des civils affirment voir des avions dans le ciel. Un colonel de l'artillerie côtière déclare avoir aperçu environ 25 appareils évoluant à 12 miles pieds au-dessus de la ville. À ce stade, ce ne sont plus des doutes isolés. Pour la chaîne de commandement présente sur place, la menace paraît désormais concrète. À 2h25, les sirènes retentissent de nouveau. Les servants gagnent leur poste. Entre 3h15 et 4h15, la ville entière assiste à une scène spectaculaire. Les projecteurs convergent vers le ciel. Par moments, 9 vaisseaux se croisent sur une même zone. L'artillerie ouvre le feu. Des centaines puis plus d'un millier d'obus explosent au-dessus de Los Angeles. Les traçants strient l'obscurité. Pour les habitants, le spectacle donne l'impression qu'un combat aérien est en cours. Pourtant, l'armée de l'air, elle, prend une décision révélatrice. Elle maintient ses avions de poursuite au sol. Cela montre qu'au sein même de l'appareil militaire, tout le monde n'est pas convaincu qu'une véritable attaque ennemie est en cours. Certains responsables considèrent déjà qu'il faut éviter de lancer des chasseurs dans l'obscurité sans confirmation claire. Les tirs continuent pourtant, parfois de manière intermittente, jusqu'à l'approche de l'aube. Le cessez-le-feu n'est annoncé qu'au lever du jour et l'alerte n'est complètement levée qu'à 7h21. Quand la ville retrouve la lumière, le résultat est saisissant. Aucun appareil ennemi n'a été retrouvé, aucun débris d'avion japonais n'apparaît, aucun crash n'est constaté. En revanche, des obus non explosés et des fragments sont tombés sur une large zone allant de Santa Monica à Long Beach. Des bâtiments ont été touchés, des voitures ont été endommagées, des éclats ont percé des maisons et certains témoignages évoquent des fragments jusque dans des lits. Le bilan humain est limité par rapport au volume de feu tiré, mais il n'est pas nul. 5 civils meurent dans les conséquences directes de l'épisode. 3 perdent la vie dans des accidents de voiture provoqués par blackout et le mouvement de panique. 2 autres succombent à des crises cardiaques attribuées au stress extrême de la nuit. Plusieurs membres des unités anti-aériennes sont également blessés en rejoignant précipitamment leur position. Ce point est important, même sans attaque réelle, l'événement a bien causé des morts et des dégâts. La bataille n'est pas imaginaire dans ses effets, elle l'est dans son objet. Dès le lendemain, la confusion gagne aussi les autorités. Le secrétaire à la marine, Frank Knox, déclare publiquement qu'il s'agissait d'une fausse alerte née de la nervosité générale. Mais cette version est immédiatement contredite par le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, qui affirme que plusieurs appareils non identifiés ont été observés au-dessus de la zone. Il avance même l'hypothèse que ces avions auraient pu être des appareils civils utilisés par des agents ennemis depuis des pistes secrètes situées au Mexique. Il évoque des pilotes japonais, allemands, voire des sympathisants mexicains ou des agents implantés aux États-Unis. Cette divergence est fondamentale. Au lieu de refermer rapidement l'affaire, l'État américain produit 2 lectures incompatibles au plus haut niveau. C'est exactement ce qui va permettre au doute de survivre. La presse accentue encore ce flou. Le Los Angeles Times publie notamment une photographie montrant plusieurs faisceaux de projecteurs converger vers un point lumineux dans le ciel. L'image devient célèbre. Pour une partie du public, elle semble prouver qu'un objet solide a réellement été repéré. Mais cette photo a été fortement retouchée pour améliorer les contrastes sur papier journal noir et blanc.
Ce travail de retouche, courant à l'époque pour rendre une image imprimable, a renforcé visuellement l'impression d'un objet central bien défini. Des décennies plus tard, cette photo servira de support à toutes sortes d'interprétations, notamment dans les récits liés aux ovnis. Avec le recul, l'explication la plus solide mise en avant est une combinaison de peur de guerre, de mauvaise identification et d'effets d'entraînement collectif. Une étude conduite en 1949 par la United States Coast Artillery Association pointe en particulier un ballon météorologique lancé vers 1h du matin. Selon cette relecture, ce ballon serait l'élément initial ayant déclenché l'alerte. Une fois les premiers tirs commencés, la situation serait devenue auto-entretenue. Les projecteurs dans le ciel, les explosions, les traçantes et la tension générale auraient poussé soldats et civils à croire qu'ils voyaient plusieurs appareils alors qu'ils ne faisaient souvent qu'interpréter les effets visuels de leur propre barrage. Chaque batterie voyant les autres tirer, l'idée qu'il devait bien y avoir une cible réelle se renforce mécaniquement. Cette lecture a ensuite été renforcée. En 1983, l'Office of Air Force History conclut lui aussi qu'il s'agit essentiellement d'un épisode de War Nerves, c'est-à-dire d'une panique de guerre déclenchée par un ballon perdu et amplifiée par le contexte. D'autres éléments techniques vont dans le même sens. Les cibles supposées se déplacent trop lentement pour correspondre à des avions de combat japonais et les autorités japonaises affirment après-guerre n'avoir envoyé aucun appareil au-dessus de Los Angeles cette nuit-là. Pris ensemble, ces éléments forment une explication cohérente. La bataille de Los Angeles n'est pas une attaque réelle couverte par un mensonge d'État, mais une réaction militaire démesurée à une menace mal identifiée dans un climat de peur extrême. Si l'épisode a autant marqué, ce n'est donc pas seulement à cause des tirs, c'est parce qu'il montre à quel point une grande ville, une armée et une chaîne de commandement peuvent se dérégler sous pression en temps de guerre. Tout est déjà prêt à croire à l'attaque, le traumatisme de Pearl Harbor, le bombardement d'Elwood, la peur d'un débarquement, la suspicion envers les ennemis de l'intérieur, les blackouts, les radars encore imparfaits et des autorités qui se contredisent publiquement au lieu de verrouiller une version commune. Dans ces conditions, quelques signaux ambigus suffisent à déclencher une réponse gigantesque. C'est aussi pour cela que ce sujet continue de revenir, parce qu'il se situe exactement à la jonction entre histoire militaire, panique collective, communication d'État et culture du mystère. Sur le plan historique, l'explication rationnelle est aujourd'hui la plus solide, mais l'absence de clôture nette au moment des faits, les déclarations contradictoires des responsables, l'image célèbre des projecteurs et le besoin très humain de croire qu'un événement aussi spectaculaire devait forcément viser quelque chose de réel, ont entretenu le mythe. Et au fond, c'est peut-être ce qui rend l'affaire aussi durable. Pendant plusieurs heures, une ville entière a vu une bataille dans le ciel, alors que le véritable ennemi était déjà au sol, dans la peur elle-même. Le 31 août 1939 au soir, quelques heures avant l'invasion de la Pologne, un petit groupe d'hommes armés prend le contrôle d'une station radio allemande près de la frontière. Ils diffusent un court message en polonais, laissent sur place le corps d'un homme vêtu de façon à faire croire à une attaque polonaise, puis disparaissent. Au matin, l'Allemagne présente cet épisode comme une agression venue de Pologne. Le lendemain, la Wehrmacht envahit le pays. Cet événement est connu sous le nom d'incident de Gleiwitz, aujourd'hui Gliwice, et il reste l'un des exemples les plus connus de faux prétextes utilisés pour justifier une guerre déjà décidée à l'avance. Pour comprendre pourquoi cette mise en scène a été montée, il faut revenir sur la dynamique allemande des années précédentes. En 1936, le Reich remilitarise la Rhénanie et en 1938, il annexe l'Autriche. La même année, il obtient les Sudètes, puis en mars 1939, il démantèle ce qui reste de la Tchécoslovaquie en prenant le contrôle de la Bohème-Moravie. À chaque étape, l'absence de réaction militaire immédiate des puissances occidentales renforce la confiance du régime. Au début de l'année 1939, l'attention se porte clairement sur la Pologne. Berlin veut récupérer Danzig, mais l'enjeu dépasse cette ville. Le véritable objectif est de briser la Pologne et d'étendre l'espace contrôlé par l'Allemagne vers l'Est. Cette fois, la situation n'est pas aussi simple que lors des crises précédentes. La Pologne ne veut pas céder. Surtout, elle bénéficie d'engagements britanniques et français. Une attaque totalement ouverte et assumée risque donc de déclencher une guerre générale européenne. Le régime allemand sait que l'invasion est prête, mais il faut un habillage politique. Il ne s'agit pas forcément de convaincre Londres ou Paris en profondeur. Il s'agit de construire un récit. L'Allemagne n'attaquerait pas, elle répondrait. Dans cette logique, un incident frontalier spectaculaire a une utilité immédiate. Il donne une forme de justification intérieure, fournit des éléments de langage à la propagande, et permet au pouvoir d'affirmer qu'il agit en état de légitime défense. À cela s'ajoute un élément déterminant. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent le pacte germano-soviétique, souvent appelé pacte Molotov-Ribbentrop. Ce texte comprend un protocole secret qui se partage l'Europe orientale en zone d'influence. Pour Berlin, cela signifie que l'Est est provisoirement sécurisé. L'URSS n'interviendra pas pour sauver la Pologne au moment de l'attaque. Dès lors, la principale question n'est plus de savoir si l'invasion aura lieu, mais comment elle sera présentée.
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'incident de Gleiwitz. L'opération ne surgit pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un dispositif plus large appelé Opération Himmler. Ce nom recouvre une série de provocations frontalières mises en scène par les services allemands pour créer l'apparence d'une agression polonaise. L'idée est d'accumuler plusieurs preuves: attaques de postes douaniers, sabotage, faux assauts, traces laissées sur place. Gleiwitz n'est donc pas un épisode isolé. C'est le cas le plus célèbre d'un ensemble d'actions conçues pour fabriquer une version officielle avant même l'ouverture réelle des hostilités. La préparation opérationnelle passe par Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, deux figures centrales de l'appareil de sécurité du Reich. On attribue la mise en œuvre concrète de l'attaque contre la station radio à Alfred Nojox, un agent SS expérimenté. Après la guerre, Nojox donnera un témoignage détaillé sur son rôle, notamment lors des procès de Nuremberg. Son récit est important, mais il doit être abordé avec prudence, car il a lui-même tout intérêt à se présenter d'une manière qui lui évite le pire. Cela n'annule pas son témoignage, mais cela oblige à rester attentif à ce qu'il cherche éventuellement à minimiser ou à reformuler. Selon ce récit, Nojox reçoit en août 1939 l'ordre de préparer la prise de la station radio de Gleiwitz. Il constitue une petite équipe d'hommes qui attendent sur place, logés dans un hôtel jusqu'au signal de départ. Le code qui doit déclencher l'opération est transmis à l'antenne au moyen d'une phrase apparemment anodine évoquant la mort d'une grand-mère. Lorsque le message codé est entendu le 31 août au soir, l'équipe passe à l'action. Elle entre dans la station, maîtrise le personnel présent, puis diffuse un bref message en polonais. La station visée n'est pas un grand centre de diffusion nationale. Il s'agit surtout d'un relais radio, connu sous le nom de Sender Gleiwitz, qui rediffuse habituellement les programmes venus de Breslau. Cela a son importance car cela signifie que l'impact réel en direct du message a probablement été limité. Le but principal n'est pas nécessairement que toute l'Allemagne entende l'annonce en temps réel, le but est surtout de créer un fait exploitable immédiatement par la propagande et les autorités, avec un lieu, un récit, des traces et un corps. Le contenu exact du message reste débattu, mais l'idée générale est connue. Il s'agissait d'une courte déclaration en polonais affirmant que la station avait été prise par des nationalistes polonais et appelant à l'insurrection contre l'Allemagne. La diffusion dure très peu de temps, ce n'est pas un grand manifeste. C'est juste ce qu'il faut pour permettre aux autorités de dire qu'une station allemande a été occupée et utilisée par des assaillants polonais. Le détail le plus glaçant de l'opération vient ensuite. Les hommes chargés de la mise en scène déposent sur place un corps. Cet homme s'appelle Franciszek Oniok. C'est un Silésien catholique connu pour ses sympathiques pro-polonaises. La Gestapo l'a arrêté la veille. Il est ensuite utilisé comme preuve matérielle de l'attaque. Il est tué puis laissé sur place afin de faire croire qu'un assaillant polonais a participé à l'opération et a trouvé la mort pendant l'échange de tirs. Dans cette affaire, Oniok n'est pas un combattant mort au cours d'un affrontement. Il est un homme pris, exécuté puis transformé en accessoire de propagande. Dès le 1er septembre au matin, la machine de propagande allemande se met en route. Les médias d'État parlent d'agression polonaise le long de la frontière. L'incident de Gleiwitz est intégré à ce récit. Et le même jour, Hitler s'adresse au Reichstag et présente l'Allemagne comme une puissance contrainte de répondre aux provocations venues de Pologne. Il ne cite pas nécessairement Gleiwitz au centre de son discours comme un cas unique, mais il s'appuie sur l'ensemble de ces provocations mises en scène pour faire croire à une riposte légitime. Quelques heures plus tôt, l'invasion de la Pologne a déjà commencé. La décision de guerre est donc antérieure à l'incident. Celui-ci n'en est pas la cause, il en est le masque. Et il faut insister sur un point important. La mise en scène ne trompe pas réellement les puissances occidentales. Londres et Paris restent très sceptiques face à ces accusations dès le départ. Les services de renseignement savent que l'Allemagne prépare son offensive depuis des mois. L'existence de provocations de frontières n'efface pas cette préparation. En clair, Gleiwitz ne convainc pas sérieusement les gouvernements étrangers bien informés. En revanche, l'opération sert à donner une apparence de cohérence au récit intérieur du régime et à fournir à Hitler un argument public immédiatement exploitable. Dans une dictature, cela suffit déjà à rendre la manœuvre utile. Après la guerre, les détails précis de l'affaire deviennent mieux connus, notamment grâce aux archives et aux déclarations de Nojox. Mais là encore, son témoignage n'est pas au-dessus de tout soupçon. Nojox a lui-même participé à d'autres crimes et certains historiens considèrent qu'il a pu orienter son récit pour se rendre indispensable aux Alliés et limiter sa propre responsabilité. Malgré cela, le cadre général ne fait plus vraiment débat. L'invasion de la Pologne était décidée à l'avance, la frontière a servi de décor à plusieurs provocations fabriquées et Gleiwitz a été l'une des pièces les plus visibles de ce montage. Les procès de Nuremberg replacent d'ailleurs l'affaire dans un ensemble plus vaste. L'enjeu n'est pas seulement la station radio de Gleiwitz, c'est la démonstration que la guerre contre la Pologne a été préparée longtemps à l'avance et que les incidents frontaliers ont été conçus pour en fournir un prétexte. Des documents montrent que la planification militaire de l'invasion, connue sous le nom de Vollweiss, est déjà engagée depuis au moins le printemps 1939. Cela retire toute ambiguïté. Le régime n'a pas été poussé à la guerre par une agression polonaise, il a déclenché la guerre puis fabriqué ensuite la scène censée la justifier. Avec le temps, Franciszek Oniok est devenu le symbole le plus direct de cette affaire. Son nom est longtemps resté peu connu en dehors des spécialistes.
Pourtant, son destin résume toute la logique de l'opération. Il n'a pas été tué parce qu'il représentait une menace militaire, il a été tué parce qu'il correspondait au rôle que les organisateurs voulaient montrer, celui d'un assaillant polonais trouvé sur les lieux. Son exécution transforme un homme réel en élément de décor au service d'une guerre déjà en marche. L'incident de Gleiwitz reste donc un sujet fort, non parce qu'il serait mystérieux dans son mécanisme, mais parce qu'il montre de manière presque pure comment un État peut mettre en scène une agression fictive pour en tirer une légitimité immédiate. Un petit relais radio, un message très court, une équipe réduite, un cadavre déposé comme preuve, et derrière cette opération de quelques minutes, le déclenchement du plus grand conflit de l'histoire. C'est cette disproportion entre la taille et l'événement et l'ampleur de ses conséquences qui donne encore aujourd'hui à Gleiwitz une place à part dans le récit du début de la Seconde Guerre mondiale. Le 16 juin 1940, alors que la France s'effondre sous l'offensive allemande, une proposition extraordinaire est mise sur la table. Fusionner politiquement la France et le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'une alliance renforcée ni d'une simple coordination militaire. Le projet prévoit qu'ils ne forment plus deux États distincts, mais une seule union. Les citoyens français deviendraient aussi citoyens britanniques, et les sujets britanniques deviendraient aussi citoyens français. Les deux pays partageraient une direction commune pour la guerre, des institutions communes et un cadre politique unifié. L'idée est si radicale qu'elle paraît aujourd'hui presque irréelle. Pourtant, elle a bien été discutée au plus haut niveau, au moment même où la France est sur le point de demander l'armistice. Pour comprendre pourquoi une telle proposition peut être envisagée sérieusement, il faut revenir au mois de mai 1940. Le 10 mai, l'Allemagne lance son offensive à l'ouest. En quelques semaines, les défenses françaises sont brisées. Les blindés allemands perses, encerclent, désorganisent le front allié. Paris est menacé, puis abandonné par le gouvernement. Les autorités françaises quittent la capitale, se replient d'abord à Tours, puis à Bordeaux. La situation militaire est catastrophique. Paul Reynaud, président du Conseil, tente encore de maintenir la guerre, mais au sein même de son gouvernement, les partisans de l'armistice deviennent de plus en plus puissants. Du côté britannique, Winston Churchill a multiplié les contacts avec les autorités françaises pendant toute cette période. Il a essayé de maintenir leur détermination et de préserver l'alliance, mais la réalité est simple. Le Royaume-Uni ne peut pas sauver militairement la France sur le continent. Le corps expéditionnaire britannique vient à peine d'être évacué de Dunkerque, les moyens sont limités, le temps manque. À ce moment-là, Churchill ne peut pas offrir une contre-offensive décisive. Il peut en revanche offrir quelque chose d'autre, un cadre politique qui rendrait juridiquement et symboliquement impossible une paix séparée entre la France et l'Allemagne. Le projet n'est pas né dans l'esprit de Churchill seul. Le rôle central revient à Jean Monnet, alors chargé de la coordination économique et de la guerre entre les deux pays. Monnet travaille depuis un certain temps sur des formes de coopération extrêmement poussées. Dans l'urgence de juin 1940, cette réflexion prend une ampleur nouvelle. Il travaille avec des responsables britanniques pour élaborer un texte de déclaration d'union. Charles de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, soutient aussi l'initiative. À ce moment précis, de Gaulle n'est pas encore le chef de la France libre tel qu'on le retiendra plus tard. Il est encore un responsable français intégré à l'appareil d'État en train de se disloquer et il voit dans cette union une chance de continuer la guerre. Le texte rédigé le 16 juin 1940 est d'une portée considérable. Il ne parle pas d'une coopération provisoire à peine renforcée. Il affirme que la France et le Royaume-Uni ne formeraient plus deux nations séparées mais une union franco-britannique. Il prévoit des organes communs pour la défense, la politique étrangère, l'économie et les finances. Il prévoit aussi l'association formelle des deux parlements et une direction commune de l'effort de guerre à travers un cabinet unique. L'objectif immédiat est clair, empêcher la France de sortir seule du conflit en faisant survivre son État dans une structure plus large, même si le territoire métropolitain venait à tomber. Autrement dit, la France pourrait continuer la guerre depuis Londres et depuis son empire colonial, non plus simplement comme allié du Royaume-Uni, mais comme partie d'un même ensemble politique. À Londres, cette idée ne fait pas l'unanimité. Churchill lui-même n'y est pas immédiatement favorable. Il la juge d'abord peu réaliste. Au sein du cabinet de guerre, plusieurs ministres s'inquiètent. Fusionner avec une France en train de sombrer, c'est aussi risquer d'endosser ses charges, ses fragilités institutionnelles, ses divisions et une partie de son empire au moment même où le Royaume-Uni n'est pas sûr de survivre seul à l'attaque allemande. Il y a aussi un problème très concret. Si cette union est réellement égalitaire, alors elle pose des questions constitutionnelles considérables, notamment sur la représentation politique, la souveraineté parlementaire et la hiérarchie réelle entre les deux ensembles. Malgré ces réserves, Churchill finit par soutenir pleinement le projet. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est stratégique. La flotte française. En juin 1940, la marine française est l'une des plus puissantes du monde.
Si la France demande l'armistice, Londres redoute qu'une partie de cette flotte puisse tomber d'une manière ou d'une autre sous contrôle allemand, direct ou indirect. Pour le Royaume-Uni, dont la défense repose en grande partie sur la Royal Navy, c'est une menace majeure. L'Union permettrait de maintenir cette flotte dans une structure commune et de l'empêcher de sortir de la guerre avec le reste de l'État français. La seconde raison est politique et symbolique. Churchill comprend qu'un geste de cette ampleur montrerait aux Français, mais aussi aux États-Unis et au reste du monde, que les démocraties européennes sont prêtes à aller jusqu'au bout. Une fusion d'États anciens, au moment où l'un d'eux est sur le point d'être envahi, serait un signal extrême de détermination. Ce n'est donc pas uniquement une manœuvre institutionnelle, c'est aussi une tentative de briser la logique de l'effondrement psychologique. Le 16 juin dans l'après-midi, Churchill donne son accord et appelle Paul Reynaud pour lui transmettre la proposition. Reynaud accueille l'offre avec prudence, mais aussi avec un certain espoir. Il cherche alors un moyen de résister à ceux qui, dans son gouvernement, veulent arrêter la guerre. La proposition britannique peut lui fournir un levier politique. Si la France entre dans une union avec le Royaume-Uni, alors l'abandon immédiat n'est plus la seule voie. Le pays peut continuer le combat à travers son empire et à travers une structure politique nouvelle. Pour Reynaud, l'offre n'est pas absurde. Elle peut encore servir à retenir la chute. Tout se joue alors lors de la présentation du texte au Conseil des ministres français à Bordeaux. Et là, la réaction est massivement hostile. Philippe Pétain, déjà figure centrale du camp partisan de l'armistice, rejette violemment la proposition. Il la voit comme une humiliation et comme une absorption de la France par le Royaume-Uni. D'autres ministres partagent cette lecture. Certains accusent même les Britanniques de vouloir mettre la main sur l'empire colonial français et sur la flotte. Cette réaction ne sort pas de nulle part. Une partie du personnel politique français se sent déjà abandonné par Londres depuis l'évacuation de Dunkerque. Beaucoup gardent une méfiance profonde envers les Britanniques, nourrie par des siècles de rivalité, mais aussi par l'impression récente que le Royaume-Uni a d'abord pensé à sauver ses propres troupes avant de sauver le front commun. Dans ce climat, une fusion politique soudaine apparaît à beaucoup comme une dépossession, pas comme un sauvetage. La proposition est rejeté. Reynaud, incapable de maintenir son gouvernement, démissionne le soir même. Il est remplacé par Pétain, qui demande presque immédiatement l'armistice à l'Allemagne. En quelques heures, l'Union franco-britannique passe donc du statut de projet d'État à celui de possibilité avortée. Elle n'aurait existé politiquement que très brièvement. Pourtant, le fait qu'elle ait été formalisée et discutée sérieusement au sommet des deux gouvernements montre à quel point la situation était devenue extrême. On n'est pas face à une idée marginale ou à un fantasme rétrospectif, on est face à une solution de crise réelle proposée dans les dernières heures avant le basculement de la France dans l'armistice. Reste alors la grande question, cette union aurait-elle pu fonctionner? Il faut répondre à cette question avec prudence. Sur le plan pratique, les obstacles sont immenses. Les deux pays ont des systèmes juridiques différents, des langues différentes, des traditions politiques différentes, des monnaies différentes et des institutions construites sur des logiques distinctes. Construire un véritable État commun au milieu d'une défaite militaire avec un partenaire déjà partiellement envahi aurait été extraordinairement difficile. Cela aurait également posé des problèmes explosifs de représentation politique, de souveraineté et de hiérarchie réelle entre Londres, les autorités françaises en exil éventuel et l'empire colonial. On peut même aller plus loin en signalant que cette union aurait pu produire des effets ambigus. Si elle avait été perçue comme inégale, elle aurait peut-être renforcé le discours des collaborationnistes affirmant que le régime de Vichy était le seul véritable défenseur d'une souveraineté française indépendante. En d'autres termes, l'Union n'aurait pas mécaniquement renforcé la résistance intérieure. Elle aurait aussi pu alimenter l'argument selon lequel la France se livrait à la Grande-Bretagne. Cette possibilité compte car elle montre que le rejet du projet ne vient pas seulement d'un réflexe irrationnel, il s'ancre aussi dans la peur très concrète d'une disparition politique de la France dans un moment où tout vacille déjà. Mais il faut aussi rappeler l'autre versant du débat. Pour certains historiens, l'Union n'avait pas besoin d'être parfaitement viable à long terme pour être utile. Son objectif immédiat n'était pas de bâtir en une journée un État pleinement fonctionnel. Son objectif était de maintenir la France dans la guerre. Si Reynaud avait pu s'appuyer sur ce texte pour rallier suffisamment de ministres, transférer l'autorité en Afrique du Nord ou à Londres et empêcher l'armistice, alors le cours du conflit aurait pu s'en trouver modifié. L'empire colonial français représentait des ports, des troupes, des ressources et des bases d'une importance réelle. Une France continuant officiellement la guerre dès juin 1940, dans le cadre d'une union avec le Royaume-Uni, aurait profondément modifié le contexte stratégique. Même sans avoir été appliqué, ce projet a laissé une trace. L'idée qu'États souverains puissent mettre en commun une partie essentielle de leur autorité pour faire face à une menace et construire une paix durable ne disparaît pas avec l'échec de juin 1940. Après la guerre, Jean Monnet devient l'un des grands artisans des premières constructions européennes. On peut faire le lien entre cette tentative d'union en pleine guerre et l'idée plus tardive d'intégration supranationale en Europe.
L'union franco-britannique n'est donc pas seulement une curiosité de l'effondrement français, elle préfigure aussi, d'une certaine façon, une manière nouvelle de penser la souveraineté sur le continent. Cette histoire reste forte aujourd'hui parce qu'elle combine deux choses très rares. D'abord, un niveau de désespoir politique extrême, une grande puissance en train de tomber, un allié qui cherche un moyen de la maintenir dans la guerre, et un gouvernement français déchiré entre poursuite du combat et capitulation. Ensuite, une proposition institutionnelle presque inimaginable dans un cadre normal. Deux nations anciennes, rivales puis alliées, prêtes à fusionner au moment le plus critique de leur histoire contemporaine. Le projet échoue. Il ne sauve pas la France de l'armistice, mais pendant quelques heures, il a existé comme une solution réelle, et c'est précisément ce qui lui donne encore aujourd'hui sa force particulière. Dans la nuit du 18 septembre 1931, une faible explosion se produit près d'une voie ferrée en Mandchourie, aux abords de Mukden, l'actuel Shenyang. Le souffle est si limité qu'un train peut encore passer peu après sur la section endommagée sans dérailler. Pourtant, cet incident minime sert de point de départ à une opération militaire japonaise d'une ampleur considérable. En quelques heures, l'armée du Guangdong lance des offensives contre les forces chinoises de la région en affirmant agir en légitime défense. En réalité, l'explosion a été organisée par des officiers japonais eux-mêmes. C'est ce que l'on appelle l'incident de Mukden. Pour mesurer l'importance de cet épisode, il faut revenir à la place de la Mandchourie dans la stratégie japonaise. Depuis la victoire sur la Russie en 1905, le Japon dispose dans cette région d'intérêts très importants. Il contrôle notamment le chemin de fer de Mandchourie du Sud et possède des positions économiques et militaires consolidées autour de cette infrastructure. La région est riche en charbon, en minerais, en terres agricoles et en ressources indispensables à une puissance industrielle qui manque de matières premières sur son propre territoire. Pour une partie des élites japonaises, la Mandchourie n'est pas seulement un espace d'influence, c'est une zone considérée comme vitale à long terme pour la puissance du pays. Au début des années 1930, la situation se tend davantage. Le nationalisme chinois progresse sous l'autorité de Chiang Kai-shek et l'idée d'une reprise en main complète de la région inquiète Tokyo. Des tensions locales s'ajoutent à cette inquiétude. Boycott de produits japonais, conflits autour des droits ferroviaires, frictions entre populations chinoises, coréennes et japonaises. Pour de nombreux officiers de l'armée du Guangdong, chargés de protéger les intérêts japonais en Mandchourie, la conclusion devient simple. L'occupation complète de la région n'est plus seulement souhaitable, elle devient à leurs yeux nécessaire. Ce point est essentiel, car l'initiative ne vient pas d'abord du gouvernement civil de Tokyo. Le projet de provoquer une crise est conçu au sein même de l'armée du Guangdong par des officiers de rang intermédiaire persuadés que les civils sont trop prudents et trop faibles. Deux noms reviennent particulièrement, Kanji Ishiwara et Shechiro Itagaki. Tous deux considèrent que le Japon doit s'étendre sur le continent asiatique et que la conquête de la Mandchourie constitue une étape indispensable. Ils ne cherchent pas seulement à défendre des intérêts existants, ils veulent créer un fait accompli que le gouvernement japonais sera ensuite contraint d'accepter. Le choix de la voie ferrée n'est pas anodin. La ligne de chemin de fer de Mandchourie du Sud constitue la colonne vertébrale de la présence japonaise dans la région. C'est un symbole, un outil logistique, un argument économique et un prétexte idéal. En frappant un tronçon de cette ligne, même très légèrement, les conspirateurs peuvent prétendre qu'une attaque chinoise a visé un intérêt stratégique japonais. La mise en scène est donc pensée pour être crédible sans mettre en danger un bien trop précieux. C'est pour cette raison que l'explosion est volontairement faible. Il faut des traces de sabotage, mais pas de destruction sérieuse. Dans la soirée du 18 septembre 1931, des explosifs sont placés près de la voie et déclenchés. Presque aussitôt, les soldats japonais accusent les troupes chinoises stationnées à proximité et lancent l'offensive. L'opération a été rapide et bien préparée. La réaction japonaise n'a rien d'improvisé. Les unités, la logistique, les plans et les objectifs sont déjà prêts. Cela montre bien que l'explosion n'est pas un événement subi, mais le signal d'exécution d'une opération décidée à l'avance. Dans les heures qui suivent, les Japonais prennent Mukden et d'autres points stratégiques le long du chemin de fer. Du côté chinois, la réaction est faible et désordonnée. Le seigneur de guerre mandchou Zhang Zueliang, récemment rallié au gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, choisit dans l'ensemble de ne pas engager une résistance frontale de grande ampleur face aux Japonais. Ce choix facilite considérablement la progression ennemie. En quelques semaines, puis en quelques mois, l'armée du Guangdong dépasse largement le cadre initial de la protection du chemin de fer et occupe pratiquement toute la Mandchourie. Ce point est central. L'incident de Mukden n'est pas seulement le prétexte d'une riposte locale, il sert d'ouverture à une conquête territoriale planifiée. À Tokyo, le gouvernement civil est d'abord pris de court. Le cabinet du Premier ministre, Reijiro Wakatsuki, essaie dans un premier temps de limiter l'escalade. Mais les succès militaires rapides sur le terrain, combinés à une montée du nationalisme dans l'opinion japonaise, rendent très difficile tout retour arrière. L'armée du Guangdong a exactement obtenu ce qu'elle cherchait, une situation nouvelle que le pouvoir central n'a plus les moyens politiques de désavouer. Le rapport entre civils et militaires au Japon,
en sort profondément déséquilibrée. L'armée démontre qu'elle peut entraîner le pays dans une entreprise majeure sans autorisation claire préalable, puis imposer le résultat. En 1932, le Japon transforme cette occupation en ordre politique nouveau avec la création du Manchukuo. Officiellement, il s'agit d'un État indépendant. En réalité, c'est un État fantoche, sous contrôle japonais. À sa tête, les Japonais placent Puyi, le dernier empereur de la dynastie Qing. L'opération a une fonction symbolique évidente, donner au nouveau régime une façade historique et une légitimité apparente. Les postes essentiels restent tout de même aux mains des Japonais, ou de personnalités extrêmement favorables à leur domination. L'indépendance proclamée n'est donc qu'un décor diplomatique. Il y a aussi autre chose d'assez révélateur. Les autorités japonaises introduisent dans ce nouvel État des marqueurs idéologiques qui trahissent immédiatement la réalité du pouvoir. Il est notamment rappelé qu'Amaterasu, la grande divinité du Shinto et ancêtre mythique de la lignée impériale japonaise, est élevé au rang de référence religieuse officielle dans cet État prétendument mandchou indépendant. Le message implicite est clair, derrière la fiction d'un État restauré, le pouvoir réel reste japonais et même impérial au sens le plus profond. Face à cette situation, la Chine saisit la Société des Nations. C'est là que l'incident de Mukden prend une importance mondiale. L'affaire met à l'épreuve l'organisation internationale censée empêcher les agressions et garantir la sécurité collective après la Première Guerre mondiale. La Société des Nations envoie une commission d'enquête dirigée par le diplomate britannique Victor Bulwer-Lytton. Cette commission se rend sur place, interroge des responsables, étudie les faits et remet finalement un rapport en 1932. Ses conclusions sont claires, l'action japonaise ne peut pas être justifiée comme une simple mesure de légitime défense et le Manchukuo n'est pas un État indépendant authentique. Mais ce constat n'est suivi d'aucune mesure efficace. Le Japon rejette les conclusions, puis quitte la Société des Nations en 1933. Cette sortie est capitale car elle montre brutalement les limites du système international de l'entre-deux-guerres. Sans les États-Unis au sein de l'organisation, et avec des puissances comme la Grande-Bretagne et la France peu disposées à aller jusqu'à la confrontation, la société ne peut ni contraindre Tokyo, ni inverser la situation sur le terrain. En pratique, cela signifie qu'un État assez déterminé peut employer la force, imposer une réalité nouvelle, puis ignorer les protestations diplomatiques sans en payer immédiatement le prix. Il y a des conséquences profondes de cet échec. L'incident de Mukden n'est pas seulement un tournant en Mandchourie, il devient un précédent international. Il montre que l'ordre issu de 1919 peut être contourné. Il prouve qu'une grande puissance révisionniste peut fabriquer un prétexte, envahir, créer un État fantoche, puis sortir de l'organisation censée la juger. Ce signal sera observé ailleurs. On pourrait établir un lien avec d'autres agressions de la décennie, notamment l'invasion italienne de l'Éthiopie et la remilitarisation allemande de la Rhénanie. Sans dire que Mukden explique tout à lui seul, il apparaît comme l'un des premiers grands moments où la sécurité collective révèle sa faiblesse. Sur le plan intérieur japonais, les effets sont tout aussi décisifs. Les officiers qui ont agi sans véritable mandat politique ne sont pas punis. Au contraire, ils sont célébrés. Ce succès renforce le poids des militaires dans la vie publique et accélère la marginalisation du pouvoir civil. Ensuite, il y a une montée de la violence politique, des tentatives contre des responsables modérés et un glissement progressif vers un régime où l'armée domine la politique étrangère comme la politique intérieure. L'incident de Mukden devient donc aussi un moment de bascule pour le Japon lui-même. Il ne fait pas couvrir la voie à une conquête territoriale, il contribue à transformer l'équilibre du pouvoir à Tokyo en faveur des militaires. Et ce qui rend cette histoire particulièrement forte, c'est le contraste entre la petitesse de l'événement initial et l'ampleur de ses conséquences. Une petite explosion sur une voie ferrée peut endommager, une accusation immédiate, une offensive prête à partir, puis derrière ce mécanisme, l'occupation de la Mandchourie, la création du Manchukuo, l'affaiblissement définitif de la Société des Nations, la montée du militarisme japonais et à plus long terme, l'élargissement du conflit en Asie. Le point de départ est faible, presque dérisoire, mais le résultat, lui, est colossal. L'incident de Mukden reste donc l'un des exemples les plus nets de crise fabriquée pour justifier une expansion déjà décidée. Tout est là. Un intérêt stratégique majeur, des militaires décidés à passer outre les civils, un sabotage contrôlé, une réaction préparée à l'avance, un récit de légitime défense, puis un basculement territorial et politique immédiat. À ce titre, Mukden n'est pas un simple épisode préparatoire à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'un des moments où l'ordre international commence réellement à céder devant la politique du fait accompli. Le 9 novembre 1923, à Munich, le putsch de la brasserie s'effondre dans le sang. La tentative de coup d'État menée par Adolf Hitler et ses partisans échoue face à la police bavaroise. Plusieurs policiers sont tués,
16 militants nazis meurent également, et au milieu de cette confusion naît l'un des objets les plus chargés symboliquement du futur Reich, la Blood Flag, le drapeau de sang. Des années plus tard, cet étendard deviendra une relique quasi sacrée dans les rituels nazis. Puis, à la fin de la guerre, il disparaîtra sans laisser de traces certaines. C'est cette trajectoire, de l'objet politique au symbole sacralisé, puis à la disparition, qui en fait un sujet à part. Au départ, ce drapeau n'a rien d'exceptionnel. Il s'agit simplement de l'étendard porté par une unité des SA pendant la marche sur Munich. L'homme qui le porte ce jour-là s'appelle Heinrich Trambauer. Lorsque les putschistes atteignent la Feldherrnhalle, ils se heurtent à la police. Les tirs éclatent, Trambauer est touché et laisse tomber le drapeau. À côté de lui, Andreas Boridel, un militant nazi, est mortellement atteint et s'effondre sur l'étoffe. Le drapeau est alors imbibé de son sang. C'est cet épisode précis qui donnera à l'objet sa valeur future dans l'imaginaire nazi. À partir de là, les faits deviennent déjà moins nets. Il y aurait deux versions concurrentes sur le devenir immédiat du drapeau. Selon la première version, Heinrich Trambauer, bien que blessé, aurait réussi à retirer le drapeau de sa hampe, à le cacher sous sa veste, puis à le confier à un homme nommé Karl Egers pour le mettre à l'abri. Selon la seconde version, la police munichoise aurait saisi le drapeau avec d'autres objets après l'échec du putsch avant qu'il ne soit récupéré plus tard par les nazis. Une enquête menée dans les années 1930 par des archivistes du régime conclut en faveur de la première version, celle du drapeau caché puis préservé. Mais ce point reste délicat car cette enquête est conduite sous le régime nazi lui-même, à un moment où la construction d'une légende héroïque autour du putsch fait déjà partie de la propagande officielle. Il est donc difficile de savoir où s'arrête le fait et où commence la mise en récit. Ce qui est certain, c'est qu'après sa sortie de prison, Hitler récupère le drapeau et comprend immédiatement ce qu'il peut en faire. Le putsch raté de 1923 doit être transformé, non pas en humiliation, mais en origine sacrée du mouvement. Le drapeau taché de sang devient l'objet idéal pour cela. Il permet de relier la défaite de Munich à la future prétention du parti à incarner un destin national. Le régime peut désormais affirmer que son histoire s'est fondée dans le sacrifice et le sang des martyrs de 1923. L'objet, à lui seul, résume cette logique. Le drapeau est ensuite monté sur une nouvelle hampe noire plus élaborée. Une pièce métallique commémorative y est fixée avec les noms des 16 nazis morts lors du putsch. Il ne s'agit plus d'un simple étendard d'organisation, il devient un objet cérémoniel conçu pour impressionner, commémorer et légitimer. Cette transformation matérielle est importante car elle montre que le régime ne se contente pas de conserver un souvenir, il le reconfigure pour en faire un centre symbolique. À partir de là, la Bloodfahne occupe une place très particulière dans les rituels nazis. Jacob Grimminger en devient le porteur officiel et exclusif pendant près de 2 décennies. Sa mission n'est pas militaire, elle est cérémonielle. Il porte le drapeau de sang lors de grandes manifestations du parti, de commémorations, de funérailles importantes et surtout lors des rassemblements de Nuremberg. Dans l'esthétique du régime, ce drapeau agit comme un objet de continuité entre les premiers militants du mouvement et le pouvoir absolu conquis ensuite. Le moment le plus emblématique de son usage se déroule pendant les rassemblements annuels de Nuremberg. Hitler y pratique une cérémonie de consécration des drapeaux. Le principe est simple, il tient le drapeau de sang d'une main et un nouveau drapeau du parti de l'autre, puis met les deux en contact. Par ce geste, le nouveau drapeau est censé recevoir symboliquement la transmission du sacrifice originel de 1923. Le sang des morts du putsch est ainsi présenté comme une force fondatrice qui sanctifie les emblèmes du mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'un détail esthétique, c'est une mécanique rituelle destinée à donner au parti une profondeur quasi religieuse. Le drapeau sert aussi dans d'autres cérémonies, notamment celle liée au serment de fidélité des membres de la SS. Cela confirme son statut particulier. Le drapeau de sang n'est pas seulement un objet historique interne au parti, elle devient une relique politique mise au service d'une liturgie idéologique. Quand cette relique n'est pas exposée, elle est gardée sous surveillance. D'abord conservée dans les locaux du parti à Munich, elle est plus tard placée dans un lieu spécialement protégé. Cette manière de la traiter montre que, dans l'univers nazi, elle appartient à une catégorie à part. Sa valeur ne tient pas à son matériau, mais à la charge mythique que le régime lui a attribuée. La dernière apparition publique connue du drapeau de sang remonte au 18 octobre 1944 lors d'une cérémonie liée au Volkssturm à Berlin, la milice de dernier recours mise sur pied alors que la guerre tourne définitivement à la catastrophe pour l'Allemagne. Ce détail est important. Il montre que même à un stade où le régime s'écroule, le drapeau continue d'être mobilisé pour maintenir une continuité symbolique entre le noyau militant de 1923 et la mobilisation désespérée de 1944. Autrement dit, le Reich utilise encore ce vieux drapeau au moment où il essaie de faire croire que la volonté peut compenser l'effondrement militaire. Puis, après cette apparition, plus rien de certain, l'objet disparaît. C'est là que commence le vrai mystère, et il y a plusieurs hypothèses.
La première, et la plus souvent admise, est celle de la destruction dans les bombardements alliés sur Munich en 1945. Une grande partie de la ville a été ravagée, et dans ce contexte, un drapeau même prestigieux peut très bien avoir brûlé ou avoir été détruit sans qu'une trace claire ait été conservée. Cette hypothèse a l'avantage de la simplicité et de la vraisemblance matérielle, mais elle a aussi une faiblesse. Il n'existe pas de preuves directes montrant la destruction du drapeau, pas de document définitif, pas d'inventaire terminal indiscutable. La deuxième grande hypothèse est celle de la prise comme trophée par les Américains. Lorsque les forces américaines pénètrent en Allemagne, elles saisissent d'immenses quantités d'objets, d'archives, d'œuvres et de souvenirs du Reich. Dans cette logique, il est parfaitement possible qu'un soldat ou un petit groupe soit tombé sur le drapeau de sang, les récupérer puis les emporter sans forcément mesurer tout de suite sa portée exacte. Si cette hypothèse est juste, le drapeau aurait pu finir dans une collection privée, un grenier, une cave ou une succession loin de toute publicité. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'objet continue d'alimenter les spéculations. Un objet aussi connu peut théoriquement avoir survécu de façon anonyme. Une variante de cette théorie soutient que des soldats américains auraient délibérément détruit le drapeau après l'avoir identifié. Là encore, le problème est le même. L'idée est plausible, mais aucune preuve décisive n'est avancée. Rien ne permet de confirmer qu'un tel acte a eu lieu ni que l'objet en question était bien le véritable drapeau de sang. Une troisième piste évoque l'Union soviétique, car l'armée rouge a transporté vers l'Est d'innombrables objets pris dans l'Europe occupée et dans les territoires conquis. Certains ont fini dans des dépôts fermés pendant des décennies, et en théorie, un objet comme ce drapeau aurait pu suivre ce chemin. Mais il faut rester prudent car cette piste reste moins solide que d'autres, notamment parce qu'il est peu probable que le drapeau ait été déplacé dans une zone appelée à tomber entre les mains soviétiques. La logique géographique se fragilise. Enfin, il existe des hypothèses plus spectaculaires selon lesquelles des fidèles du régime auraient volontairement sauvé le drapeau avant la défaite pour l'exfiltrer hors d'Allemagne, notamment vers l'Amérique du Sud ou l'Espagne franquiste. Ces récits circulent depuis longtemps dans certains milieux de collectionneurs et parmi les amateurs de mystères liés au Reich. Ce sont des affirmations anecdotiques, non vérifiées, sans démonstration solide. Elles persistent parce qu'elles prolongent parfaitement l'imaginaire de fuite, de reliques cachées et de survivance souterraine du nazisme. Mais elles ne reposent pas sur un socle documentaire comparable à celui des hypothèses plus simples. Le nom de Jacob Grimminger revient naturellement dans cette affaire. En tant que porteur attitré du drapeau pendant près de 20 ans, il aurait pu savoir ce qu'il a été devenu. Grimminger survit à la guerre, est jugé par les Alliés pour son rôle propagandiste, puis finit sa vie dans l'ombre et la pauvreté. La plupart des historiens ne pensent pas qu'il ait détenu personnellement le drapeau à la fin du conflit. Il ne l'avait en main que dans le cadre des cérémonies officielles, mais il est possible qu'il ait eu connaissance du sort réservé à l'objet, ou du moins qu'il ait su qui s'en est occupé dans les derniers mois du Reich. Si c'est le cas, il n'a rien laissé de suffisamment clair pour résoudre l'affaire. Ce qui rend la disparition du drapeau de sang si particulière, ce n'est donc pas seulement la perte matérielle d'un drapeau, c'est la disparition d'un objet que le régime avait transformé en point de concentration de son mythe fondateur. Pendant des années, le drapeau a servi à relier le putsch raté de 1923, le culte des martyrs, la liturgie du parti, la sacralisation des symboles et la mise en scène du pouvoir. Sa disparition laisse derrière elle un vide qui correspond parfaitement à la fin du Reich. Un système obsédé par les signes, les rites et la mémoire de ses origines s'effondre et l'un de ses objets, les plus chargés, se volatise dans le chaos. L'affaire continue donc d'intéresser parce qu'elle se situe entre histoire, propagande et disparition inexpliquée. Le mécanisme de fabrication du mythe est clair, l'existence du drapeau est certaine. Son rôle dans les cérémonies nazies est bien établi, son importance symbolique ne fait aucun doute. Ce qui manque, c'est la dernière étape. A-t-il brûlé à Munich, été pris comme trophée, détruit volontairement, caché ou transporté ailleurs? On ne sait pas, parce qu'il n'existe pas d'éléments décisifs. Et c'est précisément cette absence de conclusion qui permet au drapeau de sang de continuer à occuper une place à part dans les mystères secondaires de la Seconde Guerre mondiale. La question de savoir quand le Japon a réellement compris que la guerre était perdue n'a pas une seule réponse. Il n'existe pas une date unique où tout le pouvoir japonais aurait soudain reconnu l'évidence. Selon les institutions, les responsables et les niveaux de décision, cette prise de conscience arrive à des moments différents. Certains savent avant même le début du conflit que l'issue sera catastrophique à long terme. D'autres continuent à refuser cette réalité jusqu'au dernier jour d'août 1945. C'est justement ce décalage qui rend cette histoire si forte. Le Japon ne continue pas la guerre parce qu'il croit tous, au même moment, pouvoir gagner. Il la continue parce que son système politique et militaire est incapable d'admettre la défaite au même rythme. Bien avant Pearl Harbor, plusieurs responsables japonais ont déjà compris le problème fondamental. L'amiral Isoroku Yamamoto en est l'exemple le plus connu. Ayant vécu aux États-Unis comme attaché naval, il connaît le potentiel industriel américain de manière concrète. Il a vu les capacités de production,
les ressources, le pétrole, les usines, les lignes d'assemblage. Lorsqu'on lui demande en 1940 ce qu'il pense d'une guerre contre les Anglo-Américains, il répond qu'il pourra obtenir de grands succès pendant 6 mois, peut-être un an, mais qu'au-delà, il n'a aucune confiance dans l'issue. Cette phrase n'est pas une simple intuition pessimiste, elle reflète une lecture froide du rapport de force industrielle et logistique. Autrement dit, avant même l'ouverture des hostilités, des responsables de premier plan savent déjà qu'une guerre longue contre les États-Unis est extrêmement dangereuse, voire perdue d'avance. Ce constat ne se limite pas à Yamamoto. Il faut aussi prendre en compte le rôle du Total War Research Institute, organisme chargé d'évaluer de manière rationnelle les perspectives d'un conflit général. À l'automne 1941, quelques mois avant Pearl Harbor, cet institut produit une simulation d'une guerre contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les conclusions sont très sombres. Même si le Japon parvient à conquérir rapidement les territoires du Sud riches en ressources, il n'a pas la capacité logistique suffisante pour rapatrier efficacement ses matières premières vers l'archipel. Les auteurs du rapport insistent sur le manque de tonnage marchand, sur la vulnérabilité des lignes de ravitaillement face aux sous-marins et à l'aviation américaine, et sur le fait que la puissance américaine augmentera mécaniquement avec le temps pendant que la force japonaise commencera à décliner très tôt. Ce rapport estime même qu'un point de bascule majeur pourrait être atteint au bout d'environ 2 ans de guerre, moment à partir duquel l'écart deviendrait ingérable. Il ne s'agit donc pas d'un simple avertissement vague, mais d'une lecture chiffrée de la situation. Pourtant, au lieu d'être utilisé pour freiner la marche à la guerre, ce travail est écarté. Les dirigeants militaristes, notamment autour de Hideki Tojo, opposent à ces données des arguments de volonté, d'esprit national et de sacrifice. On insiste beaucoup sur cette logique. Pour les partisans de la guerre, les chiffres ne suffisent pas à trancher car ils croient que l'esprit Yamato peut compenser une infériorité matérielle objective. Dès ce moment, on voit donc se dessiner une fracture fondamentale. Certains savent déjà que la guerre longue sera perdue, d'autres rejettent cette conclusion au nom de considérations idéologiques. Quand la guerre commence, les premiers mois semblent donner raison aux partisans de l'offensive. Hong Kong, Singapour, les Philippines, les Indes néerlandaises tombent rapidement. Dans le monde japonais, ces victoires produisent un effet profond. On parle de victory disease, ce que l'on pourrait traduire par maladie de la victoire. Les succès initiaux renforcent l'idée que les techniciens, les analystes et les prudents avaient tort. L'armée et la marine semblent capables de renverser les puissances occidentales. L'illusion de supériorité s'installe. C'est précisément à ce moment-là que la prise de conscience rationnelle devient encore plus difficile car les succès visibles masquent la fragilité du dispositif logistique. Pourtant, derrière les victoires, les signaux d'alerte persistent. Même au plus fort de l'expansion, les logisticiens savent que la marine marchande perd déjà des navires plus vite que l'industrie japonaise ne peut les remplacer. Les ressources du Sud ne circulent pas comme prévu, le pétrole, l'acier, la bauxite et les flux essentiels n'arrivent pas à la vitesse nécessaire. En clair, même au moment où le Japon semble triompher, certains savent déjà que la base matérielle de la guerre est insuffisante pour durer. Cela signifie que la conscience du danger ne disparaît pas, elle est simplement étouffée politiquement par les succès du moment. Le tournant militaire majeur intervient en juin 1942 avec la bataille de Midway. En une journée, la marine japonaise perd 4 porte-avions de première ligne, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu. Elle perd aussi une part essentielle de son aviation embarquée et de ses équipages expérimentés. Cette défaite n'est pas seulement tactique, elle marque la fin de l'initiative japonaise. Pourtant, le pouvoir réagit en cachant l'ampleur du désastre. Les survivants sont isolés, les pertes minimisées, l'opinion n'est pas informée de la réalité et même des responsables de haut niveau ne disposent pas immédiatement de toutes les données. Cette réaction est capitale. Une partie de l'appareil d'État comprend déjà que la situation s'est profondément dégradée, mais au lieu d'ouvrir un débat stratégique, le régime verrouille l'information. La guerre devient alors plus difficile à arrêter, non seulement à cause de la situation militaire, mais aussi parce que la structure politique refuse de reconnaître les faits. Après Midway, la campagne de Guadalcanal confirme le problème. De l'été 1942 au début de 1943, l'île devient un test pur de résistance logistique. Il faut y acheminer hommes, munitions, nourriture, carburant, avions, navires, tout en affrontant la pression américaine. Le Japon échoue, la chaîne logistique japonaise casse, les troupes sur place manquent de tout. La marine perd des destroyers et des appareils, l'air devient de plus en plus difficile à tenir et l'évacuation finale de Guadalcanal en 1943, malgré sa réussite tactique, constitue en réalité un aveu stratégique. Plusieurs responsables comprennent alors que la guerre offensive est perdue. Un ancien officier considérait que, pour le Japon, la guerre était en réalité terminée à Guadalcanal. Cela ne signifie pas que le pays va capituler à ce moment-là, cela signifie que, du point de vue de certains professionnels, la possibilité de victoire réelle disparaît alors. En 1943, puis surtout en 1944, cette prise de conscience s'étend dans certains cercles supérieurs. L'étude de Soichi Takagi, un officier supérieur et analyste naval qui observe l'effondrement progressif des capacités japonaises, remarque des pertes croissantes de la marine marchande, une baisse de qualité des avions, des pilotes de moins en moins formés, une progression rapide de la supériorité technique américaine.
Takagi conclut que le Japon ne peut plus gagner et recommande même la recherche d'une paix de compromis, y compris au prix de l'abandon de certaines conquêtes. Ce genre de position devient extrêmement risqué politiquement car les structures militaires et policières continuent à traquer tout discours assimilable au défaitisme. Cela montre bien qu'à ce stade, la connaissance du désastre existe, mais qu'elle circule dans un cadre fermé, presque clandestin, au lieu de s'imposer officiellement. Le choc qui rend la crise impossible à masquer politiquement est la perte de Saipan, à l'été 1944. Saipan fait partie de la ligne de défense absolue que l'état-major prétend pouvoir tenir. Sa chute signifie que les bombardiers américains B-29 peuvent désormais atteindre directement le Japon. En parallèle, la bataille de la mer des Philippines détruit ce qui reste de l'aviation navale japonaise comme force crédible. À partir de là, une partie de la classe dirigeante comprend que la situation est désormais irrémédiable. La chute du cabinet Tojo en juillet 1944 est décrite comme la première fissure publique dans la façade du régime. Le problème, là encore, n'est plus tant de savoir si certains ont compris. Le problème est que le système n'a toujours pas trouvé comment transformer cette compréhension en capitulation politique. En février 1945, la situation est encore plus grave. Les bombardements incendiaires détruisent les villes japonaises, les usines manquent de matières premières, la population commence à subir des pénuries lourdes. Et là survient un moment capital, le Konoe Memorial. L'ancien premier ministre Fumimaro Konoe obtient une audience avec l'empereur Hirohito et lui explique que la défaite est devenue inévitable. Selon lui, le principal danger n'est même plus seulement l'ennemi extérieur, mais le risque d'effondrement intérieur et de révolution si la guerre continue. Il presse donc l'empereur d'aller vers la paix. Hirohito, cependant, n'est pas encore prêt à arrêter immédiatement. Il veut encore qu'un dernier résultat militaire rende la paix plus acceptable. Cette réponse est cruciale, elle montre qu'au sommet même de l'État, on sait déjà que la guerre est perdue, mais qu'on cherche encore une sortie qui sauve l'honneur, la continuité impériale ou une marge de négociation. Au printemps et à l'été 1945, la situation devient presque sans issue. Le cabinet du Premier ministre Kantaro Suzuki sait que le pays ne peut plus se défendre correctement. Les B-29 survolent le Japon quasiment sans opposition sérieuse. Pourtant, le pouvoir reste paralysé par plusieurs peurs. La peur de l'occupation, la peur d'un procès de l'empereur, la peur d'une disparition du système impérial, la peur d'une reddition sans condition. C'est dans ce contexte que les dirigeants japonais s'accrochent à une illusion diplomatique, obtenir une médiation soviétique. Cette idée est déconnectée de la réalité. Les échanges entre le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo et l'ambassadeur japonais à Moscou, Naotake Sato, révèlent un fossé. Sato comprend que les soviétiques n'aideront pas le Japon et qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de l'attaquer. Tokyo, lui, continue malgré tout à espérer un miracle. Là encore, certains savent, d'autres refusent encore d'accepter ce savoir politiquement. Le 26 juillet 1945, les Alliés publient la déclaration de Potsdam exigeant la reddition sans condition des forces japonaises. La réponse japonaise est brouillée par l'usage du mot mokusatsu, qui peut être interprété soit comme un rejet méprisant, soit comme une absence de commentaire dans l'attente d'une réflexion. Quelle que soit la nuance exacte, l'effet politique est désastreux. La guerre continue. Puis viennent les chocs décisifs. Hiroshima le 6 août, l'entrée en guerre de l'URSS et l'invasion de la Mandchourie dans la nuit du 8 au 9 août, puis Nagasaki le 9 août. L'entrée en guerre soviétique et même, dans l'esprit d'une partie des dirigeants japonais, un coup psychologique encore plus dévastateur que la première bombe atomique car elle détruit à la fois l'espoir de médiation et l'idée que la Mandchourie pouvait encore servir de profondeur stratégique. Et pourtant, même à ce stade, l'accord n'est pas automatique. Le 9 août, le pouvoir japonais se divise entre deux blocs de trois. D'un côté, Suzuki, Togo et Yonei veulent accepter la déclaration de Potsdam, avec la condition de préserver la position de l'empereur. De l'autre, Hanami, Umezu et Toyoda veulent encore obtenir plus ou au minimum imposer des conditions supplémentaires. Cette faction précisément est assez dure. Elle ne dit pas que le Japon peut encore gagner, elle dit qu'il vaut mieux un dernier combat même désespéré plutôt qu'une reddition sans condition. Le ministre de la guerre, Korichika Hanami, va jusqu'à soutenir qu'il serait acceptable de sacrifier l'ensemble de la population plutôt que d'abandonner l'honneur. Cela montre que même à quelques jours de la fin, certains secteurs de la direction ne reconnaissent pas la défaite comme un fait politiquement acceptable. La rupture finale vient de l'empereur. Devant l'impasse, Hirohito intervient pour imposer l'acceptation de la reddition. Même ensuite, la situation n'est pas totalement stabilisée. Un groupe d'officiers lance encore la tentative de coup d'état de Kyūjō, cherchant à empêcher la diffusion du message impérial annonçant la capitulation. Cela signifie qu'une partie de l'armée n'accepte toujours pas la fin de la guerre, même après la décision souveraine. Le 15 août, lorsque la voix de l'empereur est enfin diffusée, le système militaire impérial cesse d'avoir la possibilité de continuer le combat à son propre rythme. La défaite devient alors politiquement irréversible. C'est pour cela que la bonne réponse n'est pas une date unique. Le Total War Research Institute sait avant la guerre que le conflit long sera perdu. Yamamoto le sait avant Pearl Harbor. Une partie de la marine le comprend après Midway. D'autres responsables l'admettent après Guadalcanal. Le sommet politique ne peut plus se mentir complètement après Saipan en 1944.
Certains hommes d'État comprennent en février 1945 que la défaite est inévitable. Les diplomates lucides le savent avant même Hiroshima. Même les structures militaires les plus dures refusent encore de l'accepter jusqu'aux toutes dernières heures. Le Japon sait donc que la guerre est perdue à plusieurs moments différents, selon l'endroit d'où l'on regarde. Ce n'est pas un manque d'informations qui prolonge le conflit, c'est l'incapacité d'un régime construit sur l'autorité militaire, l'honneur impérial et le refus de la faiblesse à transformer ce savoir en décision. Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays battu, c'est celle d'un système qui a reçu pendant des années tous les signaux de sa défaite, mais qui n'a pas su, ou pas voulu, les convertir en arrêt de la guerre. Les stocks s'effondrent, les navires coulent, les pilotes manquent, les villes brûlent, les analystes préviennent, les diplomates comprennent, les anciens premiers ministres alertent, l'empereur lui-même finit par arbitrer. Malgré cela, la machine continue presque jusqu'à l'anéantissement complet. Et c'est sans doute là que se trouve la vraie réponse. Le Japon a cessé de pouvoir gagner bien avant 1945, mais il n'a accepté de ne plus pouvoir se battre qu'au moment où il n'avait plus aucune autre issue. Mesdames et messieurs, on en a fini pour toutes ces histoires, j'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, le sujet de la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet que je connais plutôt vaguement, mis à part ce que j'ai pu apprendre en cours ou alors ce que j'ai pu voir dans certains films ou documentaires. C'est pas un sujet sur lequel je m'y connais beaucoup, mais aborder des sujets comme ça pour la vidéo, c'est quelque chose qui m'a justement, à ma grande surprise entre guillemets, intéressé, aborder plutôt des côtés mystérieux, parfois un peu incongrus. Ça m'a permis d'apprendre aussi en prenant les histoires sous un autre angle. Peut-être que ça a été le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vous, dans l'histoire, quelle est votre période préférée, comme ça peut-être qu'à l'avenir il y aura une vidéo sur une des périodes que vous aimez bien. Ça pourrait être assez intéressant à faire je pense. Si cette vidéo vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime, en vous abonnant à la chaîne. Je le redis encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous remets juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!